Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce petit podcast numéro 10. Et on le fait parce que c'est la dernière fois qu'on peut le faire avec les deux mains. Après ça va être sinon il faut qu'on cumule nos mains. Ah, on peut aller jusqu'à 20 en fusionnant comme ça. Carrément, on peut aller jusqu'à 20, mais ça va être voilà. On va continuer ce gimmick, je l'aime bien. Et bien sûr, je suis avec Gauthier, ça va ? Ça va, super. La forme, et je suis avec Pongo aussi qui est à côté là tranquillement, qui vient de s'installer lui aussi pile à l'heure pour 21h. C'est l'émission, ça y est, on commence. Le canapé est rempli, tout à fait Lucie. Bonsoir à toi. En plus là j'ai avancé la télé, donc on est un peu plus zoomé que d'habitude. Je me suis rendu compte. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, je me suis rendu compte que j'avais changé légèrement le cadre, mais effectivement on est beaucoup plus beau de près. Donc c'est ça, c'est pour admirer notre grain de peau au plus près possible. Très mignon ce chat, Amélie, mais évidemment. Mais oui. Évidemment qu'il est très mignon. Il est adorable. Il bouge pas, il fait pas un bruit, il est très très sage. Et il va être avec nous pendant toute la soirée. On a beaucoup de choses à vous dire comme d'habitude. La thématique, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ce sont les grands espaces. On va définir ce que c'est, on va commencer par ça, et pourquoi, tout simplement parce que voilà. Je peux dévoiler un truc là-dessus ? Vas-y. C'est quand même un thème que tu avais depuis le début. Oui. On le garde depuis très longtemps. Ça veut pas du tout dire qu'on fait les fonds de tiroir, mais ça veut dire que depuis le début de ce confinement, on se dit ce qui nous manque, c'est les grands espaces. Donc c'est une émission miroir à celle qu'on avait fait sur le huis clos. Exactement. Voilà. C'était effectivement, j'avais amené ça parce que effectivement. Pendant le départ du deuxième confinement, on s'est dit bon, on va garder sur le huis clos, et qu'est-ce qu'on peut faire dans un espace réduit. Là c'est l'inverse, on en a tous un petit peu ras-le-bol, voilà. C'est très loin d'être fini. Et on se met à rêver de grands espaces comme ça, donc voilà. C'est une émission qui va servir un petit peu de complément aussi à celle qu'on avait fait sur Open World contre Coopération. Donc on va revenir peut-être sur des choses qu'on a déjà dit, évidemment, et vous avez l'habitude avec nous. Et on enchaînera avec une partie actualité bien fournie, ma foi, encore une fois, où on abordera tout un tas de choses assez variées. J'ai mis mon petit input sur Resident Evil 8 notamment, qui a eu une communication la semaine dernière. On parlera aussi plus brièvement de Tomb Raider 2. Voilà, c'est pour ça que vous en avez ici et là. Voilà, on décore en accord avec l'actualité, évidemment. On parlera de No Time to Die, qui va devenir un petit peu notre arlésienne. J'ai l'impression qu'on en parle un peu toutes les semaines, mais c'est pas la seule arlésienne, mais tout devient une arlésienne. C'est ça, c'est l'époque qui veut ça. Et de reports divers et variés, de festivals de Cannes, voilà, toutes ces bonnes choses. Et on terminera avec le défi de la semaine qui m'avait été posé la semaine dernière sur Kill Your Friends. Kill Your Friends, cette fois je ne l'ai pas oublié. Je retrouve son nom. On s'en fout de lui, c'est bizarre. Owen Harris. Voilà, il faudrait que je vois ce qu'il a fait Owen Harris dans sa vie. Mais en tout cas, il a fait ça, ce qui est déjà pas mal. On en parle tout à l'heure. Et puis voilà, après il y aura mon défi posé à Gauthier. Yes. Comme d'habitude, No Time to Watch, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est tellement pas l'heure de mourir qu'on sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Jamais. Mourir peut attendre. Je pense que le titre n'a jamais été aussi bien porté en français, quoi. On attend. Mais nous, on va pas attendre. On va se lancer tout de suite dans cette première thématique, alors bien fournie. Est-ce que je te pose une question piège ? Est-ce que je te trick dès le début ? Je te dis, Gauthier, qu'est-ce que c'est les grands espaces ? Non, c'est une très bonne question, parce que évidemment les grands espaces dans l'art ou dans la pop culture, c'est une invitation au voyage. C'est cette envie de traverser les trucs, que ce soit à cheval ou en voiture, ou c'est une envie de bourlinguer tout simplement, quoi. J'ai vu que tu avais marqué ça, donc je te le pique. Effectivement. C'est un truc iconique de la Beat Generation qui écrivait dans les années 50-60 des romans sur le mariage. Ah tiens, le conducteur. Vous avez vu les arcanes de notre émission. Je me suis trompé de bouton. C'était ça que je voulais faire. Voilà, tout va bien. Donc Jack Kerouac qui écrit son roman Fleuve là sur la route, qui est une sorte de tapuscrit au fait, un truc hyper long. Ah oui, d'ailleurs, tant pis, je vais rompre une règle. Il y avait ça que je voulais mettre en avant aussi. Hop.
une BD de Black Sad puisque t'en parles, dont j'ai parlé également sur le site, mais clairement on est en plein dedans, donc je te laisse continuer, mais juste pour illustrer le côté Beat Generation. Et donc ce qui est magique un petit peu avec ces grands espaces qu'on avait envie de traverser, c'est que c'est pas du tout une quête, c'est pas des voyages pour aller à un endroit chercher un truc. La quête, c'est le voyage en lui-même, c'est cette envie de simplement traverser, rouler, voir des paysages défiler. C'est la fameuse expression qu'on sort souvent, c'est pas la destination qui importe, c'est le voyage, c'est ce qu'on apprend un petit peu sur la route, et c'est vrai que pour le cinéma c'était encore quelque chose de relativement nouveau, enfin en tout cas à l'ère actuelle, c'est-à-dire que c'était effectivement des gens qui avaient encore envie de s'éloigner de la ville. Il y a plusieurs thématiques un peu qui peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un côté genre une envie vraiment de découvrir, on n'est plus vraiment dans l'exploration, mais juste de quitter un peu, de quitter la ville en fait, de quitter son train-train, et une envie justement de rompre aussi avec les modes de vie qui étaient ceux des générations précédentes, des parents, c'est-à-dire effectivement d'aller bosser à l'usine, de revenir, la mère de famille qui reste chez elle. Ça fait partie aussi des thématiques que j'avais soulevées en amont, c'est-à-dire il y a le voyage en tant que tel, et il y a le voyage en tant qu'échappatoire à une vie qui n'est pas à une routine, à une vie qui n'est pas celle que l'on espérait, ou pour trouver autre chose. Alors parfois on trouve, parfois on trouve pas, et c'est pas tellement, ça peut ne pas être effectivement aussi un objectif en soi, quoi, comme tu l'as dit. Ouais, j'insiste sur un truc, c'est que cette notion de grands espaces est pas un truc très français. Non. C'est même pas un truc très européen d'ailleurs, puisque je sais pas, je vais peut-être raconter une platitude, mais même culturellement parlant, dans l'agriculture par exemple, on fonctionnait beaucoup en bocage et en petites parcelles et tout ça, alors que quand on parle de grands espaces, les genres qui nous viennent le plus facilement, c'est le western, le road movie et tout ça, et plutôt des choses américaines, c'est-à-dire traverser la vallée de la mort, avoir le sentiment de rouler, et de rouler très très longtemps, ou d'être à cheval pendant plusieurs jours, c'est-à-dire pas du tout pour vous faire un Paris-Marseille, mais plutôt dans cette idée de faire des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres, et de bouffer de la route, mais sans en souffrir. Il y a un titre d'un film de Howard Hawks que j'aime beaucoup, qui correspond très très bien à cette notion de grands espaces. C'est un film qui s'appelle The Big Sky, avec Kirk Douglas, le grand ciel, voilà, cette idée d'immensité du ciel, parce que quand on regarde l'horizon, il n'y a rien qui vient heurter l'horizon, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de montagne, il y a juste le ciel à perte de vue. Voilà. Qui prend la majeure partie de notre champ de vision, voilà, en fait, quoi. Et c'est vrai que on va beaucoup parler d'Amérique, forcément, d'Amérique au sens large, hein. Il y a pas, les États-Unis, c'est ce qui est le plus traité évidemment, mais on peut étendre non seulement au Canada, mais aussi à l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais tu l'as dit, voilà, il faut. On peut même étendre ça à la Russie, hein, oui. D'une certaine manière. Oui. Hein. Je veux dire, quand tu imagines que tout ce pays est traversé par la Sibérie, la Mongolie et tout ça, machin, enfin bon, ces grands espaces, ils les connaissent aussi. Il faut vraiment l'idée de terre vierge et peu touchée par la main de l'homme, et qui s'étend surtout à perte de vue, et c'est effectivement une expérience que vous invite à faire quand vous aurez l'occasion peut-être de retourner aux États-Unis, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu, et c'est vrai qu'on fait de la route sans forcément s'en rendre compte, et on traverse littéralement des immensités où effectivement on est perdu au milieu de rien, en fait, quoi. Et assez vite on se retrouve au milieu de rien quand on quitte certaines villes américaines. Moi qui suis allé quand même plusieurs fois à Las Vegas, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de route pour se retrouver. C'est ça qui est magique avec Las Vegas, c'est le contraire, c'est une anomalie, ouais. C'est une ville au milieu d'un espace gigantesque où il n'y a rien, et donc ouais, si tu sors de la ville, tout de suite t'es dans le rien. C'est ça, et il y a ça vraiment, vraiment beaucoup. Jusque là, alors, les premières images que vous avez mis au début, il y avait Thelma et Louise qui reprend effectivement une iconographie typiquement western, c'est-à-dire qui part effectivement autour de Monument Valley, et beaucoup sur le Nevada, donc où se trouve Las Vegas, où se trouve, si je veux pas dire de bêtises, je crois que Monument Valley c'est un petit peu à l'est, c'est peut-être plutôt l'Arizona, mais il y a aussi le Nouveau-Mexique, et vraiment on se rapproche du Mexique, et donc de ces terres très rouges, très arides qu'on a l'habitude de voir, où l'homme, pour le coup, à part effectivement quelques villes comme ça, ne va pas, et où il reste énormément de choses
à voir, à contempler et qui s'étendent à perdre de vue. Et d'un autre côté, ça peut être aussi la montagne comme Brokeback Mountain que j'avais mis juste avant, où là c'est vraiment l'idée de se retrouver un peu entre ciel et terre, c'est-à-dire de se rapprocher, là c'est typiquement des cowboys comme on les entend, hein, c'est à l'ancienne quoi, même si là c'est des brebis, mais peu importe, c'est vraiment des garçons bergers quoi, qui vont dans les années 60-70 dans des alpages, enfin pas des alpages, mais en tout cas dans les montagnes pour faire et pour amener les bêtes et qui font des allers-retours et qui passent un temps fou en fait, qui vivent sur place. C'est ça, c'est les résidents de ces grands espaces. C'est leur habitat naturel. Et quand on visite les grands espaces, si on tombe sur une âme humaine, ça va probablement être une de ces personnes-là. Décidément, je me trompe de bouton tout le temps et je saute peut-être effectivement un peu plus vite que prévu vers un autre thème. Là, c'est une photo de tournage de délivrance, puisqu'il y a aussi le côté qui peut être l'homme face à la nature, quoi. Vraiment un peu perdu au milieu de rien. Il y a aussi une notion de s'échapper de son quotidien. Délivrance, c'est une troupe de potes qui se réunissent, je crois, une fois par an pour aller faire leur petit week-end, leur petite balade loin de leur femme, loin de la ville, loin de leur boulot, quoi, et de se retrouver vraiment... Là, en l'occurrence, c'est faire une descente en kayak ou en canoë pour vraiment faire le truc de mec, quoi, en gros, et de se retrouver au milieu de la nature, au milieu de rien. Ça tourne mal, et donc forcément, ça devient une espèce de film de survie au milieu, le long d'une rivière, avec des rapides, des cascades, des forêts, des rochers coupants, etc. C'est un chef-d'œuvre, hein, ça faut vraiment le voir. Vraiment. Et surtout, il y a cette notion, en tout cas pour les films de cette époque-là, qui se fait malheureusement moins aujourd'hui, c'est d'aller tourner sur place, c'est-à-dire d'aller vivre ces grands espaces au plus près, quoi. Et qui donne une idée, une authenticité aussi, et c'est ce qui fait qu'on y croit et qu'on a envie d'y aller, qu'on s'en rapproche, quoi. Oui, c'est aussi ce qui fait qu'on, dans le cas de délivrance, qu'on est un petit peu oppressé, qu'on se dit que une fois qu'on est tout seul dans ces grands espaces, il y a un côté un peu alien, tu sais, dans l'espace personne ne t'entendra crier, cette solitude, ce fait que cette idée que la nature peut nous avaler et qu'il ne restera plus rien de nous. Moi, il y a un film de référence pour moi sur ce thème-là, c'est Aguirre, la colère de Dieu, que vraiment je vous recommande de voir parce que c'est un truc qui vous reste dans la rétine pour toujours. Ce sont des conquistadors du XVIe siècle ou XVe siècle qui veulent traverser l'Amazonie, la forêt amazonienne, et donc ils sont sur le fleuve, sur un radeau, et ils sont persuadés qu'ils vont aller jusqu'à l'Eldorado, sauf que toi tu sais très bien que... Il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, mais surtout, plus ils pensent être maîtres de la nature, plus tu sais que ce sont des espèces de moucherons là-dedans, et qui vont se faire manger par la nature, les serpents, les gens qui vivent là. Ils sont foutus. Plus ils sont confiants, plus ils sont foutus, et puis voilà. C'est vrai que là on est plus dans une notion de grands espaces, c'est quelque chose qui s'étend à perte de vue, mais le côté... l'enfer vert et l'homme perdu au milieu de rien, et c'est quelque chose qui a beaucoup été repris, notamment la forêt amazonienne, notamment cette période-là de découverte et de colonisation. Je pense à Lost City of Z aussi, qui est sur le même sujet, bien même sûr. si ça se passe pas exclusivement dans la forêt amazonienne, qui est l'histoire d'une obsession d'un homme qui va aller se perdre là-dedans. J'ai ramené aussi Mission, voilà, qui fait très très beau film aussi, effectivement, sur les colons chrétiens qui vont, je crois que c'est au Brésil, où c'est des missionnaires, des missionnaires qui viennent évangéliser un petit peu les tribus amazoniennes avec ce que ça comporte d'absurdité. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont se faire des trajets improbables à escalader des falaises pour se rendre dans le village perdu, perché, pour y amener la bonne parole et à un endroit où ils sont absolument pas censés être. Et c'est aussi ça, même réalisateur, même acteur, mais Fitzcarraldo, c'est aussi... bien sûr, Fitzcarraldo, c'est génial. Un peu ça. C'est un personnage qui est fou de musique classique et qui s'est juré de bâtir un opéra en plein milieu de l'Amazonie. Et du coup, pour y arriver, il va falloir pour des raisons qu'on vous passe, il va falloir qu'il amène un bateau au-dessus d'une colline. Voilà, parce qu'il y a un virage dans l'Amazonie qu'il ne peut pas prendre. Du coup, avec son bateau, il faut absolument qu'il monte sur une colline et qu'il passe de l'autre côté pour pouvoir reprendre le fleuve et continuer sa route. Donc tout le film, tout ce putain de film extraordinaire est consacré
à cette péripétie de comment on va faire pour que le bateau passe au-dessus de la colline. Et ce qui est techniquement fou, c'est que Werner Herzog, évidemment, pour faire son film, la péripétie devient le plateau de tournage, et il essaye de faire passer le bateau au-dessus de la colline. Je vous passe les détails de ce tournage, juste une anecdote de ouf, c'est que le personnage principal est incarné par Klaus Kinski, qui avait l'habitude d'être un mec vraiment pas facile, vraiment pas facile. Et donc pour tourner Fitzcarraldo, ils ont tourné avec les indigènes, les gens qui vivaient dans le coin, qui donc étaient dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, etc. Machin. Et au bout de la millième engueulade avec Klaus Kinski, qui menaçait d'appeler les flics alors qu'ils étaient en train de tourner en pleine jungle amazonienne, enfin n'importe quoi, les figurants indigènes ont fini par faire un petit conseil pendant la nuit. Et puis ils sont venus voir Werner Herzog le lendemain et ils lui ont dit on a tranché et si tu veux ton gars là on le bute. Et là Werner Herzog il avait non mais c'est l'acteur de mon film. Non, vous pouvez pas buter le personnage principal, c'est pas possible, juste faites pas ça. Donc voilà, ambiance sur le tournage. Et voilà, et c'est un cas unique quand la folie d'un personnage est celle de son réalisateur, et ils ont littéralement fait ça. Peut-être même eux-mêmes évidemment qu'ils n'avaient pas fait d'essai, donc peut-être même qu'eux-mêmes ne savaient pas si ça allait être possible de faire passer ce foutu bateau par-dessus cette colline. Exactement. Et ils ont un petit peu ravagé un écosystème en passant. Donc les locaux n'étaient pas spécialement ravis, au-delà de vouloir tuer Klaus Kinski. C'est un exemple, je pense, extrême, encore que beaucoup de choses qu'Apocalypse Now, que ce qu'on veut. Non, mais Apocalypse Now est un très bon exemple aussi, de la même chose. The Sorcerer aussi de William Friedkin. Oui, j'ai pensé aussi. Même chose, traverser l'Amazonie avec des camions, toute l'équipe de tournage qui tombe malade, tout ça, machin, enfin. Faut ne pas faire ça. Ah non, c'était vraiment une époque où effectivement on allait sur place en plus, parce qu'il fallait une espèce d'authenticité. Alors Apocalypse Now c'était pas forcément le Vietnam, c'était les Philippines, mais c'est grosso modo les mêmes conditions. On recherche un peu ce goût-là, quoi, et encore une fois pour montrer qu'on y est et pour que vraiment on se sente soi-même, le spectateur se sente dans la peau du personnage perdu au milieu de rien, et parfois effectivement ça entraîne ce genre de choses. Alors on l'a un peu effleuré, mais s'il y a un genre effectivement qui a le plus exploité ce thème, c'est forcément le western, puisque on l'a dit, c'est quand même principalement un genre américain, enfin, en tout cas. Ben oui, je voulais te parler du western parce que évidemment quand on parle de grands espaces, on parle de western immédiatement. Hey. C'est vraiment le truc qui nous vient à l'esprit. Il y en a à droite à gauche, il y en a partout, et bien sûr il y a cette histoire de monument de Valais qui est le décor le plus naturel du western possible, presque un cliché quoi qui va avec le western. Mais le western est un genre qui brasse tellement large, qui est tellement grand, que finalement on ne peut pas faire autrement que de le découper en parties, parce que on a même l'impression que c'est débile, mais que cinéma égale western finalement, que c'est vraiment les deux sont indissociables. Le genre par défaut du cinéma, c'est le western. C'est l'essence même du cinéma. C'est ça. On peut littéralement tout raconter avec un western. Les genres du cinéma eux-mêmes peuvent s'imbriquer dans le western. Dans le western. Même la science-fiction, si on voit Westworld. Cowboy versus envahisseur. Voilà. Et puis donc Westworld, que ce soit en film ou en série, ça cartonne là-dedans. Ouais. Donc tout vraiment peut être injecté là-dedans. Et donc le western, ça existe quasiment depuis la création du cinéma, puisque déjà... Un des premiers films de cinéma. Un des premiers films de cinéma, effectivement, c'est l'attaque du train rapide. The Great Train Robbery. Voilà. Donc ça, c'est en 1899 ou en 1900. Mais j'ai même envie de dire que quand le cinéma est arrivé aux États-Unis, le Far West, tout ça, c'était pas encore fini, quoi. Donc il y a presque quelque chose de très très authentique. Et même l'arrivée du cinéma est un des signes de la fin de cette époque, puisque ça fait partie de l'industrialisation et tout ça. Il y a souvent ce personnage même qu'on rencontre, notamment je pense au premier Red Dead Redemption, du réalisateur qui vient lui-même filmer, entre guillemets, qui veut aller presque au plus près, voir les Indiens, ce qu'il en reste, qui veut filmer l'industrialisation, l'arrivée d'un train... tout ça est lié, quoi. C'est difficile de se rendre compte de ça. Et qui, en plus, par là même où il apporte une caméra, apporte la fin de cette civilisation-là, quoi. Le premier genre du western, il y en a 4. C'est 4.
je suis pas en train de vous faire un cours, détendons-nous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis pas prof, mais bon, en gros, on va séparer le western en 4 sous-genres importants. Le premier, c'est celui qu'on a sous les yeux. Voilà. Là, on est dans la chevauchée fantastique, on a John Wayne, tout ça, machin. Stagecoach. Stagecoach, c'est en 1939, et c'est vraiment le film emblématique de ce que peut être le western classique. C'est-à-dire un point de vue très binaire, le point de vue des conquérants, le point de vue de ceux qui ont gagné, c'est-à-dire nous sommes les colons blancs de la conquête de l'Ouest, on traverse les grands espaces dans ce stagecoach, donc dans cette calèche. Toujours vers l'Ouest, voilà. En principe. Exactement. On est dans Monument de Valley et il faut qu'on aille d'un point A à un point B. Ça, c'est le western qui définit ça. Le western, c'est aller d'un point A à un point B, traverser un espace et subir des attaques d'Indiens. Et les Indiens, bien sûr, sont les méchants. Donc, c'est une vision très très binaire de ce truc-là où les vainqueurs de la conquête de l'Ouest racontent, subliment et inventent la légende du grand western. C'est typiquement 95% des... Si vous voyez John Wayne dans un western, à 95% c'est un classique. C'est pareil, si vous voyez John Ford au casting, peut-être, en tout cas à la réalisation, à part peut-être les derniers, et encore, John Ford, je suis pas convaincu. Si, parce que John Ford, il va beaucoup se remettre en question lui-même. John Ford, c'est celui qui a fait Stagecoach, la chevauchée fantastique qu'on vient de vous montrer. Il va beaucoup se remettre en question lui-même, notamment à travers un film de 1955 qui s'appelle La prisonnière du désert, où il va lui-même, avec John Wayne en héros, puisque c'est son grand héros, lui-même dire « Ah ouais, mais c'était peut-être pas si clair que ça. Peut-être que les Indiens étaient pas tellement les méchants. » Enfin, il va se poser beaucoup de questions. Et il y a un autre film sur lequel il va se poser des questions, c'est L'homme qui tua Liberty Valance, où là, clairement, il va dire, ok, le western tel que vous l'avez connu jusque maintenant, c'est juste des hommes blancs qui racontent la grande légende du Far West, et c'est pas tellement les choses telles qu'elles ont vraiment été. C'est juste un choix de vous raconter la légende, c'est toujours mieux de raconter une légende que de raconter la vraie histoire. C'est toujours l'air plus beau que ce que ça ne l'était réellement, voilà. À tout point de vue, quoi. Exactement. Donc ça, c'est le premier genre du western qui va durer jusque dans les années 60. Et dans les années 60 arrive un point de rupture très fort, une modernisation du genre très forte, que tu vas nous présenter là, avec une image. Donc là, on est dans Le Bon, la Brute et le Truand. On a à droite Lee Van Cleef, à gauche Eli Wallach, et au milieu Clint Eastwood. C'est Sergio Leone, c'est la trilogie du dollar, évidemment, qu'on a là dans une édition Blu-ray. La modernisation, là, vient à travers les origines et la stylisation de la mise en scène, bien sûr. C'est qu'on n'est plus du tout dans des westerns américains, on est dans des westerns qui sont tous tournés en Europe par des Européens, et c'est là que la notion de grands espaces devient aussi très marrante, c'est-à-dire que les grands espaces se ressemblent tous, finalement. C'est ça, pour le coup, on a dit en préambule, c'est un genre très américain, et c'est quelque chose qu'on a très très peu, alors... En France, presque oui, évidemment, mais encore moins en Europe. On a quand même réussi à trouver, il y a quand même des types qui ont persisté, qui se sont dit non, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir moyen de tourner ça moins cher. Et les mecs ils vont en Espagne ou dans les Pyrénées espagnoles et tout ça, puis ils voient ces espaces-là et ils se disent ouais, ok, c'est cool. Ça ressemble quand même vachement, c'est un peu rouge, ils vont autour d'Almeria. Hein. Ouais, et alors c'est con, mais peu de gens le savent ça, mais il y a un désert en Europe qui se trouve au sud-est de l'Espagne. Il y a un bout de désert là que moi j'avais traversé quand j'avais 20 ans en voiture avec mes cousins. Et pareil, quand vous y êtes, quand vous êtes au milieu de ce truc-là, on se croirait dans un de ces western spaghetti, quoi. On se dit, putain, je pourrais être aux États-Unis, c'est un truc de fou. Et je me demande même s'il y a pas, voilà. On a vécu ce truc-là. Je me demande même si ça va pas être servi aussi de décor à des films comme Conan le Barbare, ces films-là. Je me souviens d'un épisode du Fossoyeur de film qui faisait des virées comme ça à travers le monde pour retrouver des plateaux de tournage, et une des premières émissions c'était justement autour d'Almeria et autour dans ces déserts espagnols pour retrouver cette saveur là, quoi. Ils ont fini par retrouver cette espèce de colline où il y a une espèce de palais comme ça du méchant joué par James Earl Jones, mais qui est vraiment perdu au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher pour aller trouver ça, et c'est évidemment
quasi impossible de le reconnaître, mais pour vous dire à quel point c'est perdu, et il reste quand même une espèce d'îlot comme ça en Europe où il n'y a rien, vraiment. Ouais, absolument. Alors bon, l'image qu'on a là sous les yeux doit pas être au format tout à fait, parce que normalement c'est plutôt du scope qui l'utilise. C'est pas sacrilège de vous présenter un Léon en 4 tiers comme ça. Hein. Mais enfin, on voit bien comment tout a changé entre le cinéma classique et ce modernisme, donc le western spaghetti. On l'appelait spaghetti parce qu'il était souvent tourné par des cinéastes italiens, en italien souvent. Donc on voit bien qu'on travaille beaucoup plus sur la largeur, puis la stylisation des costumes, des attitudes, des silhouettes perdues dans l'immensité et tout ça. Et une lenteur, en tout cas notamment chez Sergio Leone, quoi. Une lenteur exacerbée qui colle justement avec ces lieux où il n'y a rien. C'est-à-dire quand on attend des gens, on attend qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est littéralement ça. Et il y avait notamment cette scène d'intro d'Il était une fois dans l'Ouest où les mecs sont là à attendre un train pendant un quart d'heure, quoi. Et ça dure littéralement un quart d'heure à l'écran, et parce que le moindre chose, le moindre un train, une personne, un étranger, une mouche, c'est un événement, quoi. Et c'est vraiment capturer ça le plus possible. Et alors, énorme fun fact, parce que ces trois-là devaient être les trois mecs qui jouaient dans la scène d'intro de Il était une fois dans l'Ouest. Tout le monde était ok, sauf l'agent de Clint Eastwood qui a fait chier, parce que le mec entre temps était devenu une superstar, et donc ça ne s'est pas fait à cause de ça. C'est dommage, ça aurait fait un bon clin d'œil. Un bon clin d'œil, à mon fil rouge entre les films. Donc le western spaghetti, là on vous présente les chefs-d'œuvre, parce que c'est les films de Sergio Leone, mais en vrai c'est un genre d'exploitation qui n'a pas fait beaucoup de grands films. C'est un peu bourrin. Il y en a énormément. C'était vraiment produit à la va-vite, et il y a cette, si vous revoyez, en tout cas si vous vous souvenez de notamment Il était une fois à Hollywood, où c'est DiCaprio qui doit aller jouer avec Corbucci, donc qui est quand même un des grands réalisateurs de western spaghetti, en tout cas un des très bons cinéastes italiens de cette époque-là, et en gros il va en Italie et c'est un peu comme un échec, quoi. C'est-à-dire qu'il va tourner un film de série B et genre ça va être une tâche sur son CV et sur sa carrière, quoi. C'est quelque chose qui était assez mal considéré, avant que ça regagne ses lettres de noblesse bien plus tard. Pour notre génération en tout cas, ouais, bien sûr. En tout cas, Corbucci a fait des choses assez cool, je pense notamment au Grand Silence. Avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, où ça se passe dans la neige et tout, c'est très, très étrange pour un western. Et puis Django, bien sûr. Et en parlant de neige, on y est aussi, dans tout le début. Mais bien sûr, j'y viens justement sur Red Dead Redemption, parce que ça va être iconique de notre genre suivant, qui est le western crépusculaire. Tu nous as pris une image d'un film que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Ah oui, La Horde Sauvage, tout à fait, qui est très très iconique. The Wild Bunch. Du western crépusculaire. Le western crépusculaire, on vous en parlait tout à l'heure, et on vous en reparle avec Red Dead Redemption, bien sûr, c'est la toute fin du Far West, le moment où ces figures légendaires de cowboys deviennent des mecs complètement désuets, et où l'industrialisation va leur rouler sur la gueule, littéralement. Et donc c'est la fin de la mythologie du Far West, c'est la fin des cowboys, c'est la fin de ce truc-là, le moment où ils deviennent complètement obsolètes, rincés, et où quelque chose va prendre le relais. C'est évidemment caractérisé dans cette image de La Horde Sauvage, puisqu'on voit ce cowboy manipuler une machine, une véritable machine d'une ère qui n'est pas encore la sienne, et en même temps se prendre des balles, donc mourir au contact de cette machine. C'est tout ce que raconte Red Dead Redemption. Là c'est le 2, mais le 1 aussi raconte exactement la même chose. Alors le 1 fait un bon, j'ai pas fait le 2, mais le 1 fait un bon condensé c'est un peu toute l'histoire du western résumé en un. Ça commence de mémoire un petit peu comme un western classique, et ça dérive, il y a vraiment le milieu du jeu est 100% western spaghetti, avec ces espèces d'églises blanches un peu délabrées, il y a toute une scène dans un cimetière, enfin c'est 100% ça, et sur la fin effectivement on dérive très très vite. Je pense que clairement La Horde Sauvage est une inspiration première de Rockstar et de ses créateurs pour le jeu, et sur la fin, on y est complètement, sans vous la spoiler, même s'il y a prescription. C'est forcément l'arme à feu qui finit par le rattraper, et voilà, de toute façon on arrive à la fin, crépuscule, voilà. Absolument. Et je tenais à vous parler de Red Dead Redemption 2, parce que justement sur ce sujet des grands espaces, je n'ai jamais vu, moi, un jeu vidéo
réussir à vous offrir cette qualité de ressenti des grands espaces. C'est-à-dire que bon, rien ne remplacera l'expérience réelle, c'est sûr, c'est qu'une pâle copie, mais quand vous pouvez vraiment traverser à cheval des paysages virtuels pendant 30 minutes comme ça, en changeant d'un paysage à l'autre, en vivant des trucs de dingue, en montant des montagnes, en trouvant des déserts et tout. Vraiment, le 2, le 1 ne l'avait pas fait, mais vraiment le 2 est inouï pour ça, pour ce ressenti des grands espaces. Moi, j'ai pas fait le 2, je l'ai dit, mais en revanche, j'ai ressenti un petit peu ça sur Breath of the Wild. Ah bah oui, bien sûr. Alors, sans le côté photoréaliste, hein, mais vraiment dans le côté où c'était, qui est aussi un petit peu dans Shadow of the Colossus, là c'est le remake qui est excellent pour ça, très bon remaster, mais pas du tout l'open world à la Ubisoft, comme on en reparlera peut-être, ou comme on en a parlé dans une émission précédente, mais avec vraiment beaucoup de rien, c'est-à-dire effectivement... pas forcément un point d'intérêt à droite à gauche. Alors les deux jeux sont pensés, notamment Zelda est construit avec des triangles et une petite butte pour t'inciter à aller en haut et puis une autre un petit peu plus loin pour te pousser un petit peu à continuer l'exploration, mais justement c'est fait de façon hyper organique en fait, et quand on te l'explique ça te paraît évident mais tu te rends pas compte sur le moment, et vraiment tu te balades à cheval. En plus Breath of the Wild c'est le moment où ça prend vraiment tout son sens, parce que c'est là où la rare musique du jeu se déclenche et tu peux mettre ton cheval en pilote automatique entre guillemets et faire tourner la caméra autour de toi et voir un petit peu où tu peux aller sans qu'il y ait forcément tout le temps là un truc qui se balade, un renard qui court, un truc à aller chercher, etc. Et c'est un des premiers jeux qui m'a fait ça. En plus on peut aller littéralement partout, c'est-à-dire il y a l'escalade et donc tu améliores ton endurance au fur et à mesure, donc en plus tu peux aller de plus en plus loin. Il y a effectivement des zones de montagne, des zones de plage, enfin la carte n'est pas aussi grande, mais quand même j'avais pris un plaisir fou à me perdre là-dedans et à ne rien faire pendant une heure. C'est-à-dire, on a l'impression de partir en vacances parfois. Ouais, à suivre aucune quête, à juste me balader, et ok d'accord il y a une tour, je vais finir par trouver un temple, quelque chose quand même, hein, mais c'est pas... On prend plaisir à ne pas se mettre de marqueurs sur la carte pour se dire je vais suivre une mini-map, et non, le plaisir de se perdre quoi, ouais. Que beaucoup de jeux vidéo ne laissent pas aux joueurs en tout cas cette possibilité là en fait. Au sujet du western crépusculaire, simplement, j'ai pris d'autres exemples parce que on ne parle que de la Horde sauvage toujours, mais il y a évidemment Little Big Man, donc de Arthur Penn avec Dustin Hoffman dans le premier rôle, où là on est pas que du point de vue des Indiens, on est aussi du point de vue des cow-boys, mais c'est l'histoire d'un personnage qui est entre deux races, on ne sait pas bien l'identifier, et qui a une naïveté un petit peu comme Candide, et donc il passe du point de vue des Indiens au point de vue des cow-boys, et du point de vue des cow-boys au point de vue des Indiens pendant toute sa vie. C'est complètement c'est un récit initiatique au fait. C'est une espèce de récit initiatique, de comédie. J'étais allé voir ça au cinéma, ça passe mais à une vitesse folle. Il lui arrive tout le temps des choses, c'est plein de rebondissements, et lui il est juste tellement touchant, naïf que au final tout glisse sur lui, et et alors ça passe très très bien. Il faut quand même dire ça, c'est que au début du film on est en 1969 et lui il a 121 ans. Et donc il est d'une vieillesse théorique puisque personne ne vit jusqu'à 121 ans, et c'est le dernier témoin de cette époque qui va pouvoir raconter ce qui s'est vraiment passé. Donc tout le film est un flashback de sa jeune vie naïve où il passait comme ça d'une tribu à un groupe de cow-boys et vice-versa et inversement. Et évidemment, comme c'est un récit initiatique, comme dans tous les récits initiatiques, il croise des gens au début, qui va recroiser à la fin, mais qui auront terriblement changé, etc. Ça, c'est magique pour vous raconter à quel point le Far West était trivial et pas du tout glamour comme chez John Ford. Et un autre, beaucoup plus proche de nous, évidemment, ce chef-d'œuvre de Clint Eastwood, et avec Clint Eastwood, impitoyable, sur la fin de ce moment où les cow-boys pouvaient dézinguer à tour de bras des gens sans réfléchir à ce que vaut une vie humaine. Voilà. Là, c'est vraiment le moment où les cow-boys retrouvent une forme d'humanité et comprennent que tuer quelqu'un de sang-froid, c'est quand même un vrai truc, quoi. Et en fait, ça devient plus supportable.
Ce que j'aime beaucoup avec ce film de Clint Eastwood, c'est que c'est tellement une somme du western que t'as l'impression que c'est le mec le plus important du western qui dit écoutez les gars, je trace la ligne finale du western ici. Le western s'arrête avec ce film-là. Après, vous avez le droit de faire des westerns autant que vous voulez, mais c'est plus la même chose. Moi j'ai mis le point final au western. Et puis voilà, parce que comme toujours, évidemment, son personnage lui-même est une ancienne légende. Voilà, donc voilà, le parallèle entre son personnage et lui-même est assez évident. Donc on a envie de dire maintenant, on a vu le western classique, le western légendaire et sublimé tel qu'il existe, on a vu le western moderne et détourné avec le western spaghetti, on a vu la fin du western avec le western crépusculaire. Qu'est-ce qui reste ? Il reste un genre très étrange et en même temps que je trouve peut-être le plus beau, c'est le western philosophique. Et alors comment ça marche le western philosophique ? C'est tout bête, c'est que c'est un western qui prend le genre comme prétexte, il prend les grands espaces presque comme non-lieu, j'ai envie de dire, comme un truc complètement théorique dans lequel il peut se passer une fable. Et ces westerns-là, là on a mon préféré sous les yeux qui est Dead Man de Jim Jarmusch, qui est en fait une sorte de Alice au Pays des Merveilles raconté en western. C'est un mec hyper naïf qui arrive dans le Far West super cruel et qui va se clochardiser peu à peu parce qu'il n'a pas sa place là-bas et qui au passage va rencontrer un Indien qui va l'emmener... Qui est fan de William Blake. Un Indien fan de culture britannique, effectivement, et qui va l'emmener vers le royaume des morts. C'est un film que t'as vu, toi ? C'est un film que j'ai vu, ouais, c'était, je crois, mon premier Jim Jarmusch. Et Lucie nous dit, c'est le premier western que j'ai vu également, donc c'est marrant, voilà. Comme finalement... un film pas facile du tout. Il est ici. Sans doute grâce à la figure de Johnny Depp, hein, mais a réussi quand même à ramener pas mal de monde, et c'était effectivement complètement... J'étais pas du tout biberonné moi au western d'une manière générale et encore moins au classique, mais complètement cette découverte-là est complètement inattendue quoi, ouais. En ce qui me concerne. Et donc recommandé dans le livre de Gauthier, dit. Bravo. Tu as bien fait tes devoirs. Félicitations. Donc ça c'est un de mes films préférés et j'en ai ramené un autre pour vous montrer que c'est pas un cas isolé. C'est El Topo, le premier film de Jodorowsky, qui est un film merveilleux. C'est un film beaucoup plus long parce que je crois que ça dure que 2 heures. Moi je le voyais plutôt sur 2h20, mais c'est quand même un film très très étrange où voilà un mec qui traverse les grands espaces et sans aucune raison, il rencontre juste des personnages hyper chelous, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles justement, où elle rencontre une chenille qui fume, un chat qui rigole, tout ça machin. Ça n'a pas plus de raison que ça, c'est simplement de la fable, quelque chose de complètement onirique. Il y en a eu un récemment, je pense qu'on peut le classer là-dedans, c'est Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui était complètement un récit sur la pierre philosophale et comment la cupidité de l'homme lui fait perdre la boule et tout ça. J'aurais vu ça comme un crépusculaire, moi, il y a quelque chose qu'on voit finalement assez peu là-dedans dans les westerns, qui est la ville en fait, parce qu'ils arrivent à un moment, ils arrivent à San Francisco et de mémoire ils repartent dans l'autre sens, donc ils arrivent au bout de l'ouest littéralement, et ils repartent et ils passent un bon moment dans cette ville qui est naissante et eux-mêmes la découvrent et se rendent compte de ça, et c'est je sais plus, il y a une scène où ils se baignent ou ils découvrent la brosse à dents, le dentifrice. C'est vrai, t'as tout à fait raison, il y a tout cet aspect-là. Moi je le classais dans le philosophique parce qu'il est question d'un scientifique qui trouve la formule magique pour trouver l'or. Et évidemment, si t'as trouvé la formule magique pour trouver l'or, la ruée vers l'or n'a plus de sens. J'ai oublié cette fin horrible, cette scène horrible. Ce qui est un truc de dingue. Ouais. Enfin, cette fin, c'est pour moi une sorte de conte philosophique sur si tu as la clé de la richesse, qu'est-ce que t'en fais ? Et immédiatement, ce qu'ils en font est un truc absolument tragique, bien sûr. J'aurais dû potasser, j'ai pas suffisamment d'exemples, de mon côté en tout cas, pour le western philosophique. Ouais. Ça a été très à la mode, notamment à la fin des années 60, où un mec très moderne qui s'appelait Monte Hellman. Jeremiah Johnson ou des. Jeremiah Johnson, c'est un western curieux, ça. C'est vraiment le Blueberry de Yann Kounen. Ouais, et peut-être un peu, il y a un peu ça. Il y avait un mec qui s'appelait Monte Hellman qui réalisait des westerns comme ça avec Jack Nicholson. Au tout début de la carrière de Jack Nicholson, vraiment à l'époque Easy Rider, où il se passe rien, c'est juste des mecs qui sont dans le désert,
ils marchent dans le désert avec leurs chevaux, ils traversent le désert, et c'est tout. Et ils se parlent entre eux, et c'est tout. Quoi. Justement, j'avais lu dans le dernier SoFilm tout un grand dossier sur Jack Nicholson et sur son début de carrière en tant que réalisateur, et il y avait littéralement ça. C'était dans la veine de Dizzy Rider, qui est encore une fois donc, un road trip où c'est juste des mecs qui veulent échapper à tout ce qui se fait à cette époque-là, l'industrialisation, etc., qui se barrent pour un ailleurs. Et il y a beaucoup de films de cette époque-là où il y a vraiment cette espèce de philosophie hippie et de partir, quoi. C'est-à-dire même les mecs qui deviennent un petit peu saoulés de Los Angeles, ce genre de choses-là, qui vont un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus vers l'est, vers le nord-est, dans les montagnes, et qui vont errer là-bas, et ça peut être à pied, en stop, voilà. Et coucou Poco. Salut Poco. Juste, maintenant que j'ai présenté ces 4 genres, un dernier truc pour vous montrer que ce que je raconte n'est pas gravé dans le marbre, c'est que là j'ai pris Johnny Guitar, qui est vraiment gaulé comme un western classique absolu, mais qui pourtant est très très moderne, puisque les 2 personnages principaux sont des femmes, et qu'à la fin il y a un grand duel entre 2 nanas, et que les hommes sont complètement accessoires dans cette histoire. Donc même le cinéma classique, le cinéma qui entretient une vieille légende un peu morte du western, peut aussi faire preuve d'un modernisme complètement fou. Oui, non, et de toute façon, voilà, on disait tous les genres. Frontières sont poreuses. De ces dernières années, il y en a quand même plusieurs par an qui sortent, mais effectivement, ils n'ont plus du tout cette aura, ces budgets comme ça pouvait y avoir avant. Mais il y a eu, on a cité les Frères Sisters récemment, mais il y avait Brimstone que j'avais vu ces dernières années aussi, que j'avais adoré, une espèce de tout tourné en Europe. Espèce de thriller à la limite du film d'horreur un peu crado. Calamity, on en avait parlé dans le top 10 qui fait partie de mes films préférés de l'an dernier. Voilà, même l'animation s'y met, et il garde quand même cette logique de grands espaces avec pas mal de scènes au début qui littéralement s'arrêtent juste sur l'immensité et voilà, qui s'arrête juste sur les paysages, et tout en plus en posant son style très, très caractéristique. Qu'est-ce que j'avais, que j'avais moins aimé, il y avait une Never Grow Old, qui est aussi un pur western crépusculaire, ou sur un croque-mort au western qui se retrouve face au shérif local. Il y en a quand même, il y a de quoi faire. Et puis en ce moment même, pendant que vous nous regardez sur France 3, il y a Appaloosa, qui est un très très beau western crépusculaire avec des marshals un petit peu vieux pour faire leur métier, à une époque où la loi et la justice et le bien le mal n'est plus aussi clair que dans l'idéal du western classique. Voilà. C'est ça. Donc, mais le crépusculaire est vraiment un très très beau genre. C'est cette idée qu'on se croyait éternelle et qu'on croyait avoir inventé un monde, et que ce monde se détruit devant nous, qu'on est les derniers résistants de ce monde-là. Seuls sont les indomptés est un western avec Kirk Douglas, où à la fin il meurt, il est sur son cheval et il meurt renversé par un camion. En une scène, tout est dit, quoi. Voilà. Et moi j'avais pour en citer un dernier dans les récents, il y avait Hostiles que j'avais beaucoup apprécié ces dernières années, qui là encore se veut une espèce de synthèse de tout le western, avec effectivement au départ les Indiens, et puis après on se rend compte que les méchants ils sont peut-être parmi nous, et puis après mais en fait il y a l'industrialisation, il y a des idées qui sont assez proches de celles qui sont en germe même là tout récemment, et puis ça se finit par une très belle scène, un très beau plan où notre héros finit par monter dans le train et voilà, se laisser emporter par l'industrialisation. Dans une des premières scènes de ce film, il y a un truc complètement génial, une conversation entre Christian Bale et un pote à lui, qui sont 2 vétérans du massacre des Indiens, de tout ce qui était un petit peu trash, et il y a son pote qui lui dit tu te souviens quand on a massacré Bidule et tout ça machin, et lui dit c'était la bonne vieille époque, et Christian Bale il répond Ouais, c'était la bonne époque, c'était super, et tu sens qu'ils sont complètement traumatisés par ce qu'ils ont fait, et tout. Non, c'est un super film, Hostiles. Donc oui, Poco, pour te faire un petit topo très vite fait, parce qu'on a fait déjà 40 minutes qu'on parle dessus, les grands espaces, c'est-à-dire toutes ces zones sans rien ou presque, dans lesquelles l'homme est tout petit, et qui peuvent se traduire par tout un tas de choses différentes. Là effectivement on a égrené tous les styles différents du western. Il y a peut-être des genres, on va passer un peu plus rapidement, mais qu'on n'a pas encore traité, c'est les purs films, et en tout cas ou même jeux d'aventure, c'est-à-dire qu'ils vont
vont au contraire exploiter cet espace pour faire tout un tas de péripéties et de manière un peu plus fun, ou en tout cas ça peut même être de l'épique à l'ancienne. J'avais mis Laurence d'Arabie dans la liste, ça peut être aussi Laurence d'Arabie, bien sûr. Ce genre d'espace-là. Il y a effectivement que j'ai mis ici 100 000 $ au soleil, qui exploite un autre univers qui est celui de, je crois que c'est l'Algérie, hein, donc c'est déjà encore le nord de... Je suis désolé, je rigole, mais parce que je suis en train de me rappeler de quelques répliques de 100 000 $ au soleil. C'est scénarisé par Michel Audiard. Quand les types de 130 kg disent certaines choses, ceux de 60 kg les écoutent. Les canards, c'est con, mais ça fait cossu, moi j'aime bien. Qui est aussi un espace qui a pas mal été exploité, tout le rift algérien, je pense même à l'ennemi intime, il y a beaucoup de scènes comme ça qui exploitent ça, même dans Babel, je repense à des scènes qui se passent aussi, aussi là-bas. Et puis ça peut même être le dernier des Mohicans, on retourne plus dans le nord de l'Amérique. Et le Seigneur des Anneaux que j'ai revu récemment, qui exploite aussi bien sûr. En Nouvelle-Zélande, c'est pas ce qui manque non plus. Donc comme Fitzcarraldo, ils sont allés tout piétiner à la Nouvelle-Zélande avec leurs machines, tout ça, machin. Et même, effectivement, j'ai pas ressorti le DVD, mais même un Mad Max Fury Road, hein, c'est le désert du Namib, hein, mais c'est pareil, le désert fait aussi une très bonne terre. Qu'est-ce que j'ai vu récemment, un Werner Herzog, je crois, qui est pas trop sorti chez nous, qui se passe dans le désert, la Reine du désert, je crois. Et comment il s'appelle Batman? Robert Pattinson. Robert Pattinson, bravo. Ouais, jamais sorti chez nous. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu dans l'avion. Je sais, voilà. Pas du tout la meilleure façon pour en profiter parce que c'est vraiment quelque chose de très grandiloquent. Mais vraiment, j'étais intrigué de ce truc. J'étais là, mais c'est pas sorti chez nous. Donc j'avais eu envie de le voir. Et voilà, effectivement, je l'ai attendu plus tard. Mais non, pas du tout. Mais alors, Coco qui nous dit on peut parler de Suicide Squad pour un film avec du vide. Oui, Suicide Squad a un Oscar, monsieur. On respecte Suicide Squad. C'est un film à Oscar. C'est effectivement un autre genre de vide. Et j'avais mis dans mes notes là sous les yeux. Peut-être un réalisateur, en tout cas celui qui revient peut-être un peu plus maintenant, qui exploite au maximum tous les environnements dans lesquels il tourne. Il y a Terrence Malick qui fait ça très bien. Ah, bien sûr. Bien sûr, Terrence Malick, pour le coup, est un mec qui parvient à sublimer la nature et à sublimer l'environnement dans lequel on vit. Ah, j'ai pas mis d'image, dommage. Je pense que le plus grand film là-dessus, c'est Les Moissons du Ciel, hein, où vraiment il optimise, tout se passe dans une espèce de maison au milieu de rien, de champs de blé et tout ça. Je suis pas le meilleur porte-parole de Terrence Malick. Moi non plus. Mais je dois avouer que quand même, il a une manière saisissante de te filmer le moindre petit courant d'air dans un épi de blé, où tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que le monde est beau, c'est incroyable. Même dans son dernier film, là, c'est exactement celui que je pensais, Une vie cachée, où il arrive à te... Alors, ça se passe en Autriche. En Autriche, et tu te dis, mais il y a ça en Autriche, il y a des paysages comme ça. C'est déjà un pays qui me faisait de l'œil, qui avait l'air effectivement magnifique, les Alpes autrichiennes l'été, etc. Mais alors là, il te filme ça avec une maestria, mais t'as l'impression vraiment d'être perdu au milieu de nulle part. T'as l'impression que c'est le paradis. C'est grandiose. C'est à côté de chez toi et c'est le paradis, au fait. Alors il y a effectivement des cottages, des maisons, ça se passe dans un village, mais c'est d'une grandiloquence, et même il va chercher même à la merveille, que pour le coup je n'ai pas vu, mais qui tourne autour du Mont-Saint-Michel, où là aussi il y a un truc, il expose cet espace. Il y a un truc un tout petit peu chiant avec À la merveille, c'est que il est pas avare en voix off, Terrence Malick. Non. Et les voix off de À la merveille, c'est Ben Affleck et Olga Kurylenko qui disent ce week-end-là, on était au Mont-Saint-Michel. Toi t'es là, ouais, je vois, ouais. Et on a marché sur le sable. Ouais, je vois. Et puis le sable était mouillé. Oui, je vois. Et c'est ça pendant 2 heures. Il était là genre, oh. Mais voilà, pour le coup, il s'est quand même pas mal baladé. On a parlé des Moissons du Ciel, on a parlé d'une vie cachée en Autriche, à la merveille au Mont-Saint-Michel, la ligne rouge, donc vraiment dans le Pacifique, très très différent, et même le Nouveau Monde, plutôt sur la côte Est. Mais oui, même ces tragédies que sont la guerre mondiale au Japon et ces colons qui sont arrivés face aux Indiens dans des conditions très extrêmes, même ça, il arrive à te le restituer dans des espaces qui sont plutôt gracieux, quoi.
qui sont vraiment porteurs ouais, je sais pas, d'une grâce céleste, de quelque chose de divin. Je vois que tu as mis dans ce genre des films d'aventure comme Uncharted ou le dernier Les Mohicans. On peut même penser à Indiana Jones et tout ça. Oui, je me disais simplement que même s'il profite comme ça de l'exotisme, c'est plutôt des films d'aventure où l'exotique devient une sorte de jeu de plateforme un peu à la Super Mario, quoi, où tout devient un piège qu'il faut éviter, qu'il faut transformer, où il faut un peu s'approprier l'espace, le réinventer. Peut-être que c'est moins un truc qui profite comme les westerns ou le road movie, oui, complètement. Juste l'immensité et puis se perdre, s'enivrer de l'immensité. Dans ces genres-là, le personnage reste quand même au centre des préoccupations. On peut y avoir évidemment quelques plans larges, quelques plans un peu plus aériens, mais dans l'idée, on reste quand même un peu plus près du sol, et pour le coup, contrairement à l'inverse de ça, dans les côtés homme face à la nature, et quand même de filmer ces grands ensembles, moi je voulais juste en mettre un mot sur Free Solo, qui est pas un film de fiction, qui est un documentaire qui est maintenant dispo sur Disney+, qui est un documentaire National Geographic. Vous avez son pendant sur Netflix, dont j'ai oublié le nom, mais avec un autre mec qui fait donc du Free Solo, c'est-à-dire de l'escalade à main nue de parois. Alors lui, c'est en tout cas le héros de Free Solo, c'est encore plus fort puisqu'il va chercher de la performance à travers ça. Tu es en train de mettre un bordel là. Il va chercher la performance, c'est-à-dire à escalader ça de manière le plus rapide possible, là où l'autre de Downwall, voilà, qui est sur Netflix, là où lui il va essayer de planifier ça et de dormir à même la paroi, mais il y a vraiment ce côté où il escalade. Je sais plus comment s'appelle ce rocher qui est à Yellowstone de mémoire, mais où alors là il y a énormément évidemment de plans aériens, et on se rend compte que lui, tout petit comme il va escalader ce truc-là qui apparaît gigantesque et qui apparemment nous le présente comme une des parois les plus compliquées, les plus... Ça aurait pas eu un Oscar, ça aussi ? Ça a eu l'Oscar du meilleur documentaire, ouais, tout à fait. Et si vous êtes Alex Honnold, le grimpeur, voilà, tout à fait, effectivement, et on apprend à découvrir tout ce milieu qui est complètement fascinant. Et j'avais mis effectivement en guise de question, mais auquel on avait déjà un peu la réponse, la mer, l'espace, tous ces autres ailleurs, tous ces autres autres formes de grands espaces, on les a effectivement pas traités ici, un peu par choix, parce que déjà vous voyez qu'on est déjà bien long là-dessus. Pour esquisser un début de réponse là-dessus, mais c'est vraiment esquisser, la mer et l'espace sont des trucs qui ont énormément inspiré des récits, hein, bien sûr, que ce soit Le Vieil Homme et la Mer ou Moby Dick dans la littérature, ou au cinéma aussi, ou Jules Verne sur 20 000 lieues sous les mers, et puis l'espace de la Terre à la Lune et tout ça, bien sûr. On voit bien, en se plongeant là-dedans, se plonger, non, on voit bien comme c'est aussi le mystère de l'inconnu, de tous ces monstres qui résident là-dedans, qui nous entraînent dans ces récits-là. C'est moins le voyage pour le coup, c'est plus l'espèce une manière de se dire, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher des monstres dans le récit d'héroïque fantasy ou dans le fantastique. Finalement, les monstres sont là, ils existent chez nous, et quand on explore les fonds marins, on découvre des trucs de fou, des calamars géants, un narval. Un narval, c'est une sorte de licorne des mers. C'est des trucs de dingue, tu vois. Donc Moby Dick et tout, c'est vraiment c'est presque des récits à la Alien, si tu veux, quoi. Et je pense à Master and Commander, où il y a ce personnage du naturaliste qui est chargé justement d'aller découvrir tout ça et de recenser tout ça et d'aller chercher la nouveauté dans ce monde qu'on apprend à connaître à ce moment-là, quoi. Est-ce que t'as vu ce film ? Mais non, je ne l'ai toujours pas vu. Mais j'ai vu des petits extraits. Et j'en parle parce que le seul extrait que j'ai vu, j'ai passé à la télé à un moment, et c'est ce moment où il débarque sur une île, et où le compagnon de Russell Crowe là va trouver, je sais pas quoi, des tortues, des trucs, et il les ressort dans son carnet. Et voilà, c'est la seule scène que j'ai vue de ce film. Mais j'avais parlé d'un autre film parce que ça m'y faisait penser. Est-ce que t'as vu ce film d'animation et Studio Hardman qui s'appelle Pirates, bon à rien, mauvais en tout? Non. Il y a un moment où il y a le cartographe du bateau qui dit il va falloir qu'on traverse l'océan par ce truc-là. Et il y a un pirate qui dit ah bah non, on peut pas passer par là parce qu'il y a un gros monstre marin sur votre carte. Lui il dit
Oui, mais non, mais ça, on met ça juste pour la déco, quoi. Et évidemment, au moment où il passe à cet endroit-là, il y a un énorme monstre marin qui l'échoppe. Donc, c'est une manière de parodier cette idée-là. Mais ouais, donc c'est des récits d'aventure où on pense qu'on va découvrir des grands monstres. Même Abyss, c'est un peu ça. C'est plus profond, au plus profond de la mer, on va découvrir une sorte d'extraterrestre de fou. Et alors, le récit de l'espace, c'est ça en sublimé 1000 fois, puisque c'est la peur de l'infini, et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Réponse, peut-être tout n'importe quoi et son contraire, notamment dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans 2001, Interstellar combine les deux, puisque à chaque fois qu'ils vont sur une planète, ils se retrouvent plongés au milieu de rien, c'est-à-dire au milieu de l'eau, ou à la fin, au milieu de... espèce d'amas de roches d'Islande aride là. Ou tout à la fin, au milieu de l'immensité du temps, voilà. Et de tout qui se retourne, de ce qu'on ne peut pas comprendre de ce qu'est l'espace, quoi, finalement. Donc ouais, pour la grande majorité, quand on parle de grand espace, on est un peu plus terre à terre, vous l'avez, mais il y a effectivement quelques exemples dans la fantasy, mais les grands espaces sont aussi là pour, comme tu l'as très bien dit, nous rappeler que finalement on a tout ce qu'il faut, entre guillemets, sur Terre, quoi. On peut déjà suffisamment se perdre. Ouais. Et pour boucler un petit peu et pour parler autre chose que de cinéma ou de jeux vidéo, il y a déjà une émission sur les open world en partie. Tu veux peut-être en glisser une sur Valhalla quand même, parce qu'il paraît que tu l'as fini. Oui, pardon, il a eu peur le chat. Il a peur tout le temps. Je fais peur au chat. ouais, bien sûr, puisque Open World, le dernier grand Open World qui est sorti avec Watch Dogs Legends. Légion. Oui, c'est ça. C'est Assassin's Creed Valhalla, que j'ai commencé il y a 3 mois et que je viens seulement de terminer. je vais en parler très très mal. Honnêtement, Menro en parlerait beaucoup mieux que moi s'il était avec nous. On a fait le jeu en parallèle, c'était rigolo, et lui, il l'a fait beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus complète que moi. Il me glissait des tips à la fin, c'est juste que moi, je suis un moins bon gamer que lui. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu vidéo ? Pour un jeu qui est le 12e ou le 13e d'une série qui commence à être bien usée parce qu'on la connaît depuis 2009, déjà le gameplay est très différent des précédents, et rien que pour ça, on remercie un peu les gars, quoi. On dit putain, c'est la première fois qu'on vit l'aventure de manière aussi radicalement différente. On ne l'avait pas vécu comme ça, je pense. On n'avait pas vécu un tel changement dans la saga depuis Black Flag, je pense. Voilà. Après, ils ont étendu le jeu autant que possible, puisque j'en ai fait plus de 135 heures, et que sur le précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de 80 heures, j'en avais déjà bien ras-le-bol. C'est un beau running gag. Alors, 135 heures... 135, c'est simple, hein, quand la durée de vie de ton jeu vidéo dépasse le titre du film le plus pénible de Danny Boyle, où le mec est obligé de se couper son propre bras à la fin pour survivre, c'est très très mauvais signe, hein, vraiment. Déjà, c'est splendide. Ça se passe en Angleterre, effectivement, pas que. Ça se passe au Groenland, qui s'appelle Vinland, puisque c'est les Vikings. Ça se passe aussi en Norvège et principalement en Angleterre. C'est d'une beauté hallucinante. Ça a été manifestement aussi codé un petit peu rapidement, parce que j'ai vu les bugs et les plantades les plus hallucinantes de ma vie dans un jeu vidéo, quoi. Et il y en a beaucoup, et quand tu joues pendant 135 heures, il y a un moment où t'en as un peu ras-le-bol. Mais bon, comme c'est très très beau, ça compense. Il y a manifestement en Angleterre une surpopulation de vipères géantes hallucinante. Un truc de dingue. Ah ouais, mais un truc de dingue, hein, vraiment. De vipères géantes et de lynx. Géantes. Ah ben elles font ta taille. Ah oui. Mais c'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Non, pour être clair, je pense que pour Origins, ils ont fait un skin de cobra. Déjà, c'était des gros cobras, mais tu te disais, on est en Égypte, il y a des cobras en Égypte, fair enough. Ensuite, ils sont passés en Grèce, ils se sont dit, on garde les cobras. Ça va, il fait chaud, il fait aride. On garde les cobras, ce qui était bizarre des cobras en Grèce, mais et on rajoute des vipères. Ok, donc la Grèce était vraiment surpeuplée de serpents venimeux. On va aller sur quelques îles en Grèce. Il y a notamment une île, Milos, où il y a littéralement la moitié sud-ouest de l'île où on te dit, faut pas y aller parce qu'il y a trop de vipères. Oui. Et je peux comprendre ça. Alors non seulement il n'y a pas de route, mais on te dit, non, n'y va pas. Il y a juste trop de vipères. Il y a des vipères. Je peux comprendre. C'est bizarre. Mais en Angleterre, de ce que je sais de l'Angleterre, hein, normalement t'as quand même plus de chances de croiser un membre des Beatles que de croiser une vipère géante. Hein. Putain, il y a un nombre de vipères géantes dans ce jeu vidéo.
Il y a quelqu'un. Bienvenue. Oui, Mélanie Chat. Qui ça peut bien être. Merci. Hello. Merci pour ton follow. Merci d'être là. Et de lynx, il y a beaucoup de lynx. Les lynx anglais sont très très J'essaye nombreux. de trouver une connerie à dire sur un animal potentiellement dangereux en Angleterre. J'ai même pas de truc qui me vient. Non, mais un sanglier. Oui, il y en a. Mais franchement, au bout de 135 heures, tu croiserais un crocodile géant, tu serais pas surpris. Mais donc il y a ça. À mon avis, ils avaient des skins et ils se sont dit bon, on les recycle, on peut pas se. C'est une classique. Mais il y a quand même énormément de nouveautés. Moi, j'ai fait 3 des 4 grandes quêtes principales et honnêtement, je me suis pas plaint. Tout est chouette, tout est assez sympa. Le soin du détail est assez chouette. Tu n'as plus l'impression de simplement dérouler des missions comme avant. Il y a une sorte de guerre des territoires, c'est-à-dire qu'il faut que tous les territoires anglais soient alliés, donc tu vas voir les leaders des autres territoires et tu vas faire des boulots pour eux pour qu'ils t'aident à mener ta propre guerre par la suite. Ils ont arrêté de faire les combats en bateau, ce qui me gonflait à mort. C'était ingérable ce truc de à la fois se diriger, envoyer des flèches et tout. Ça, ils ont complètement arrêté de le faire, ce qui est très très bien. Donc ils vont pour le moment dans une bonne direction. Il faut juste arrêter de faire des jeux de 140 heures, les gars. On n'a pas le temps de faire des jeux de 140 heures. Je suis père de famille. Arrêtez les conneries, les gars. Je me suis couché à 4h du matin toutes les nuits depuis 10 jours pour faire cette émission. Je sais ce que c'est pour avoir passé, je pense, un temps équivalent sur, voire plus en fait même sur Witcher 3, qui est un des excellents open world de la génération précédente maintenant, faut dire ça. Mais entre le jeu de base et toutes les extensions, qui est grand espace, j'irai pas jusque là parce que la map est évidemment immense, mais quand même il y a suffisamment de points d'intérêt et il y a moins ce côté sentiment d'être il y a des points de vue qui sont magnifiques, il y a des forts qui sont un petit peu en hauteur, etc. Mais il y a moins ce sentiment de se perdre au milieu de rien. Comme tu peux avoir peut-être même un petit peu aussi dans Ghost of Tsushima, je sais pas si c'était pensé comme ça ou tu as vraiment ce sentiment des grands espaces dans Ghost of Tsushima, même si c'est au Japon et que c'est une île, mais t'avais pas l'impression que la map était infinie dans Ghost of Tsushima. T'avais l'impression au contraire que tu pouvais assez la maîtriser comme dans un des GTA des années 2000, tu vois, où au bout d'un moment c'était grand mais quand même c'était raisonnable. Dans Assassin's Creed Valhalla, c'est très très grand, mais j'ai pas eu ce truc d'immensité de l'espace parce que comme c'est l'Angleterre, c'est assez accidenté, c'est des petits champs, ensuite des montagnes, des villes et tout ça. T'as pas le sentiment d'être dans des déserts ou dans des trucs très très longs, ou dans Odyssey qui se passait en Grèce où pour aller d'une île à une autre fallait prendre son bateau et naviguer pendant des plombes et tout ça. C'est beaucoup plus à échelle humaine. En clair, c'est bizarre, mais c'est un numéro, on en a dit plein de mal, je le recommande plutôt. C'est trop long, c'est vraiment trop long, c'est mon principal défaut du jeu, mais c'est un épisode qui rebondit assez bien sur la saga et sur tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Voilà. Très bien. Et on va conclure cette partie grands espaces sur quelque chose qui n'a peut-être pas forcément grand-chose à voir, encore que pour parler musique. Si, ça a vachement à voir. Pour parler musique, et parce que bon, toi et moi, on est allés aux États-Unis, on peut le dire, on a eu cette chance-là, même si toi pas dernièrement, donc t'as peut-être pas eu l'occasion moi, c'était dans la première partie de ma vie. Ouais, voilà. Mais on s'est dit quand même, aux États-Unis ou pas d'ailleurs, c'est pas tellement le sujet, mais se dire, si tu dois partir pour un long voyage, si tu dois être un petit peu seul dans ta caisse et que tu peux choisir ce que tu veux mettre. Au départ, j'étais parti sur 3 pistes et en fait non, il faut des albums quand tu vas quand t'es en bagnole, quoi. Tu peux choisir la progression et il faut calculer sur un petit peu le temps long quand même. Ah oui, il faut calculer sur le temps long, ça c'est vrai. Mais je suis pas d'accord avec toi sur il faut des albums. Au fait, quand t'as proposé cet exercice, j'étais en galère parce que je n'écoute que des compilations dans ma voiture. Donc soit des best-of, soit des mixtapes que je me fais, enfin mixtapes qui sont plus sur des cassettes, mais des compiles que je me fais moi-même. Donc je n'écoute que ça a priori, mais j'ai quand même trouvé trois bons albums. Je pensais simplifier l'exercice, en fait, je l'ai compliqué parce que pour le coup, moi j'ai. Mais vas-y avec les tiens. J'ai lâché, en tout cas ma dernière voiture remonte au temps où les voitures avaient encore un lecteur CD à l'intérieur, rappelez-vous. Et je regrette ce moment, mais bon, je n'ai plus de voiture. Mais en tout cas, j'écoutais vraiment des albums dans ma voiture. Je les ai pas sous la main, mais le premier auquel j'ai pensé, c'est je pense mon album préféré de mon groupe préféré,
qui n'est autre que Morrison Hotel des Doors. Et pourquoi ? Parce que ça s'ouvre déjà sur Roadhouse Blues. Ouais. Donc voilà, comment faire plus entrer en matière plus magistrale et qui te donne envie d'accélérer, d'appuyer sur le champignon tout simplement, quoi, d'être sur la route, tu y es. Parce que quand j'imagine les Doors, je revois aussi peut-être les images du documentaire ou même du film d'Oliver Stone qui commence un petit peu par ça, sur voilà encore une fois ces décors de western pas très loin entre Los Angeles et Las Vegas grosso modo, et parce que il y a Queen of the Highway, donc il y a encore une chanson qui parle d'être sur la route, et notamment Land Ho et Ship of Fools qui sont pareil des chansons d'explorateurs, quoi, où t'as l'histoire d'un grand-père qui te raconte comment ça se passait sur son bateau, et ou alors un mec qui est là et qui fait terre en vue, donc voilà, il y a l'idée du voyage qui est inhérente même à cet album, et avec plein de grandes chansons que j'ai écoutées encore et encore, mais je suis beaucoup trop fan des Doors, donc je suis évidemment biaisé. Et c'est marrant, ton album préféré des Doors, c'est pas The Doors? Non. D'accord. Parce que j'ai absolument rien à reprocher à cet album-là, hein. C'est une compilation de leurs chansons les plus iconiques, hein, mais c'est pas celui que je préfère en tant qu'album. Ok. C'est complètement subjectif. Deuxième album que j'ai choisi, c'est pour l'avoir testé. Magique. Pour l'avoir testé entre Las Vegas et un endroit qui est magnifique, qui s'appelle Bryce Canyon dans l'Utah. J'ai fait ça sur le retour. Song for the Deaf de Queens of the Stone Age, qui est un de mes albums préférés tout court en fait de tous les temps, et parce que il me fallait un album de stoner rock qui est le rock du désert en fait, quoi. C'est chaud, c'est aride, et pareil on est à écouter ça, je le sens, et parce qu'en plus l'album lui-même est plus ou moins un concept album où il y a ça commence par quelqu'un qui en gros démarre sa voiture et met la radio, et il y a quelques chansons sont entrecoupées de plages de radio, de jingles, et tu passes de plusieurs stations. Il y a un moment, il y a un DJ espagnol, il y a une nana que tu sens que c'est la radio de la nuit, et ça se termine un peu comme ça, et c'est celui où il y a No One Knows. Oui. Ouais. Et c'est entrecoupé de ces plages-là, donc c'est un album de caisse pur et dur. Absolument. Et parce que c'est un des plus grands albums, et j'ai très envie d'écrire quelque chose là-dessus sur le grand pop. Et pour finir, j'ai eu plus de mal, ça aurait pu être plein de trucs en vérité, mais parce qu'il me fallait quelque chose pour faire redescendre un petit peu la pression, d'avoir quelque chose de plus lancinant et de plus répétitif. Le dernier album de Kurt Weill, qui est un artiste de pop, rock, folk, blues, appelez ça comme vous voulez, mais qui est un des meilleurs guitaristes, je pense, actuels, et qui pour le coup a quelque chose que personnellement moi j'adore, c'est-à-dire des motifs répétés, des chansons interminables, je ne m'en lasse pas. Il a une voix qui peut, je pense, paraître insupportable à beaucoup de gens, c'est-à-dire c'est pas du tout un très bon chanteur, il est souvent faux, etc. Mais c'est, je sais pas, il y a quelque chose de lancinant qui me touche complètement. Et voilà, quelque chose d'un peu plus planant quand le soleil se couche, quand c'est la nuit, quand j'ai envie de faire de me calmer un petit peu. Je pense notamment à Bassakwards, qui est une chanson qui dure 10 minutes avec un même motif qui est répété et qui ressemble à qui est pensé comme si c'était littéralement on avait appuyé sur la touche arrière du magnétoscope et que ça faisait ça rembobinait le bruit. Enfin c'est un magnifique album. En plus il dure 1h20, donc pour un album de voiture c'est bien aussi. Voilà. Super. Bah écoute, voilà. De mon côté, entre le best-of de Bowie, le best-of de Blur, le best-of de je sais pas trop quoi, de Britney Spears, enfin tout ce qui peuple ma voiture, Queen, Dire Straits. Ouais, c'est ça. J'ai quand même trouvé 3 albums qui sont importants pour moi pour le voyage. Le premier, je vais te les faire en sens inverse. D'accord. Du dernier au premier. Ça c'est vraiment toute mon enfance. Ma mère avait cette cassette dans la voiture quand j'étais. Ça joue beaucoup ça aussi. Hein. Quand j'étais tout jeune, et puis c'est un de mes films préférés en plus. Tu l'as déjà vu toi, Arizona Dream? Ouais, j'ai déjà vu. Je connaissais la BO avant d'avoir vu le film. Ouais. C'est un film qui est absolument magique, et c'est un film d'Emir Kusturica qui se passe dans ces grands espaces aux États-Unis. Et c'est Goran Bregovic et Iggy Pop qui ont fait la musique du film. Le thème est célébrissime. In the Death Car. In the Death Car, et je sais pas combien de kilomètres j'ai fait au son de cette BO, mais vraiment pour rouler c'est magnifique.
Je recommande un petit peu tout, enfin pas un petit peu tout, mais tout ce que j'ai pu approfondir de Goran Bregovic. Je sais que t'es pas trop musique folklorique, mais... Si, alors, je suis une exception pour lui. Hein, la musique des Balkans... Ouais, et puis tout son travail sur les films de Kusturica, Underground, et même sur La Reine Margot, enfin c'est top, Goran Bregovic, bien sûr. En numéro 2, j'ai pris un album des Red Hot Chili Peppers, que j'ai vraiment dans ma voiture, donc on l'expérimente souvent encore aujourd'hui. C'est Californication des Red Hot Chili Peppers, sorti en 2000. C'est un album qui divise beaucoup, parce qu'en général, chez les fans des Red Hot Chili Peppers, il y a les fans de la période avant ça. Red Hot... One Hot Minute, Mother's Milk... Blood Sugar Magic, je sais pas trop quoi. Blood Sugar Sex Magic. Blood Sugar Sex Magic, c'est ça, ouais. Donc en général, c'est ceux qui aiment... Que des albums que j'aime beaucoup, pareil. Mais qui sont très bien. Les puristes des Red Hot aiment ces albums-là, mais moi je suis un peu un dissident. Moi j'aime encore plus les Red Hot à partir de Californication. Aïe. Ah oui, bien sûr, et sur les 2-3 albums qui viennent après, où là je trouve qu'ils tiennent leur filon de rock californien, ils le subliment complètement en lui faisant dire plein de trucs différents. Et dans cet album-là, tu passes de The Other Side à Californication, à des trucs un peu plus péchus, type All Around the World, c'est là-dedans Oui, sans doute, ouais. Et tu termines quand même sur la note de chanson de voiture absolue avec Road Trippin', tu vois. Donc c'est vraiment... c'est peut-être un truc un peu amerloc, mais ça rythme un voyage en voiture hyper bien. Ça passe même par des choses très très douces, Scar Tissue et tout ça. Au fait... Je les trouve plus riches et variés depuis qu'ils se sont un petit peu mis à une sorte de variété qu'ils ne l'étaient quand ils étaient dans leur rock un peu plus sérieux. Voilà. Mais après, c'est une question de choix. Hein. Je trouve notamment que l'album d'après, By the Way, est aussi un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Mais je conseille beaucoup Californication pour faire un peu de route. Et alors, mon dernier choix, c'est un choix extrêmement curieux parce que c'était un album que tu as là, que j'ai là, absolument. Que c'était un album que je ne comprenais pas bien jusqu'à ce que je l'écoute en traversant justement des grands espaces. Et en fait, par hasard, faut que je vous avoue un truc, je déteste voyager. Je suis phobique du voyage. Voyager me rend malade instantanément, ça me fout dans un état de nerfs terrible. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'ai cette anecdote où en 2006, je devais absolument rendre visite à un copain qui était très très haut dans les Alpes, en train de faire un boulot de saisonnier, pas du tout pendant l'hiver mais pendant l'été. Il tenait un cinéma hors saison et il diffusait des films tout l'été. Et donc il fallait que j'aille voir ce pote et que je l'aide, et je l'avais pas vu depuis hyper longtemps. Et donc il fallait que je traverse toute la France et que je prenne ces trains qui serpentent dans les montagnes pendant très très longtemps pour arriver jusqu'à cette station de ski où il n'y avait pas de ski. Et donc j'étais dans un état de nerfs critique, j'étais très loin de chez moi, et j'ai passé tout ce train qui serpentait très lentement entre de la végétation qui est très normale au début, et puis plus tu montes, plus ça devient des conifères et de la végétation à laquelle t'es pas du tout habitué parce qu'elle est là pour résister au froid et tout. Et donc j'étais en train de me dépayser, le paysage passait sous mes yeux, et j'écoutais ce truc-là, et en l'écoutant, je me disais mais au fait, c'est de la musique qui est faite pour t'aider à franchir des espaces comme ça, et à franchir l'absurde, le truc dépaysant, le truc où tu sais plus où t'es, le paysage un peu glacial et tout ça. Et ça, je le recommande beaucoup. Je recommande l'écoute de ce truc-là pour quand vous traversez un espace où vous savez plus très bien où vous êtes. Voilà. Et oui, donc voilà, The Eraser de Tom York, leader magique. De Radiohead, et beaucoup de Radiohead passe très bien aussi en road trip. Hein. Je pense qu'In Red Bose, c'est très très bien. Et ça m'a fait penser aussi, tu parlais de la musique qui t'aide à traverser les grands espaces. Évidemment que le jour où j'irai en Islande, ce sera sur du Sigur Rós. Voilà. Il y a même pas je pense que ça ne s'écoute que comme ça, Sigur Rós. Même pas de question possible. Mais d'ailleurs, tiens, Radiohead, qui au cours d'une interview en 2003 disait à la télévision française le jour où on fera un best-of, j'espère qu'il s'appellera la meilleure musique possible à écouter en voiture. Voilà. Écoutez, parfait.
Ça bombe très bien, voilà. Oui. Passons à l'actu, ça fait déjà 1h15 qu'on est sur... Ça fait déjà 1h15, effectivement. Grands espaces, grandes émissions, grandes thématiques. On va aller peut-être un petit peu plus vite sur l'actualité, mais tout de même, nous avons plusieurs sujets à noter, et le premier d'entre eux, c'est effectivement quelque chose qui m'avait fait de l'œil et qui avait été diffusé la semaine dernière, juste après notre émission, donc évidemment nous n'avions pas pu la traiter. C'était du jeu vidéo pour une fois, et c'était autour de Resident Evil Village, donc avec ce jeu que j'adore, qu'ils avaient commencé sur le 7, où il y a le 8 qui se dessine dans Village, puisqu'évidemment c'est le 8e épisode canonique de Resident Evil, qui arrive donc après le 7, vous l'aviez deviné, qui reprend le même personnage principal que le 7, des années plus tard, donc Ethan Winters, qui s'est échappé du bayou de Louisiane, des Baker, de cette famille très très dérangée, disons-le, pour se retrouver cette fois-là donc en Europe, à la recherche de Chris Redfield, qui est donc un des personnages récurrents de la série, dans un épisode qui, je pense, va faire la synthèse entre le 7, c'est-à-dire avec cette vue à la première personne, et le 4, qui se passait déjà en Espagne, donc en Europe, dans un village, avec un petit peu ses habitants dérangés. Et là, en l'occurrence, les grands personnages qui ont été présentés à travers cette dernière bande-annonce, c'est cette madame Si, donc maman Dimitrescu, qui est une femme qui a l'air de faire, je sais pas, 2m50, qui est hyper imposante, et ses filles qui sont autour d'elle, qui vont servir, je pense, de principaux antagonistes. Et surtout, le film a eu une date de sortie, ce que pas jusque-là, le jeu, oui, merci. Oui. Ça sera donc le 7 mai sur tous les supports, donc à la fois console actuelle, donc PS5, Xbox Series One X et les générations précédentes. Et je le dis tout de suite, ça va sûrement être le jeu qui va me faire acheter une PS5, voilà, parce que c'est une saga que j'adore, et qu'il me fallait un prétexte pour acheter une PS5, j'en ai pas besoin actuellement. Mais clairement ça va être celui-là, parce que le 4 est mon épisode favori. Et que drôle de nom, Village, hein. Ben oui, alors ça fait un peu parc d'attraction en fait, oui, un peu Disney Village. Le village Resident Evil. Voilà, c'est super, on va trop s'amuser. Alors pas du tout, donc au-delà, il y avait déjà prévu d'avoir, ça va reprendre un petit peu de Dimitrescu, ça sonne très roumain, et de toute façon ça reprend un peu cette mythologie-là, il y a des loups-garous, ce genre de choses, donc déjà un petit peu au courant de ça. Chose un petit peu moins drôle, timing très, très étrange, mais une des actrices qui a doublé et qui a donné aussi, je pense, un petit peu de motion capture aux filles donc de Madame Dimitrescu, qui s'appelle, je regarde mes notes, Janet Moss, donc une actrice principalement connue pour ça, est décédée cette semaine malheureusement d'un cancer, donc drôle de timing. Le jeu, lui, donc 7 mai, on l'a dit, et qui viendra en plus avec un stand-alone, en tout cas pas un stand-alone parce qu'il sera avec le jeu, mais un mode alternatif qui s'appelle Resident Evil Reverse, et qui sera en fait un espèce de mode multi jouable entre ils sont bons les mecs, ce titre est incroyable, c'est bon, ce titre est incroyable, Erreur, Resident Evil, tout le multiverse, tout ça machin, oh là là, ils sont bons, c'est incroyable. Et donc on pourra jouer à la fois les personnages principaux de la série et les méchants aussi, notamment le Nemesis, enfin voilà. Ça se viendra en plus, hein, donc c'est gratuitement, vous y jouerez ou pas si vous avez envie, et il y aura une bêta fermée, je crois, à partir du 28, et pareil pour le jeu, Resident Evil 8, vous avez une démo actuellement disponible sur PS5, mais qui est un peu une proof of concept, c'est pas une démo vraiment du jeu, c'est plus une démo d'ambiance, avant une démo qui sortira elle prochainement a priori. En tout cas moi j'ai très très hâte de voir ça, d'avoir ça entre les mains clairement. Et une petite dernière chose, toujours sur Resident Evil, le 4, un remake du 4 qui est en préparation, c'est plus un secret, il y a eu un remake du 2, il y a eu un remake du 3, il planche sur un remake du 4, il a changé de studio, il avait justement été confié à ceux qui avaient développé le 3, studio M2, et il est rebasculé en interne chez Capcom pour justement avoir une vision beaucoup plus différente de l'original, pour proposer quelque chose de complètement nouveau. Le 4 qui est d'ailleurs dispo sur absolument tout, qui a été remaster, qui a été ressorti vous pouvez même l'avoir sur votre PS4 comme je l'ai fait récemment, et qui se tient encore très très bien aujourd'hui. Donc voilà, le remake lui est repoussé à 2023 en plus, donc moi voilà, je voulais me refaire un petit marathon de tous les jeux Resident Evil, notamment ceux que j'avais pas fait, donc ça me laisse un petit peu plus de temps.
Voilà, en attendant la série Netflix, je sais plus ce qu'il y a d'autre, une série d'animation, un film d'animation, je sais plus, il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a un jour où on aura fait le tour quand même de Resident Evil. Bah heureusement ils ont réussi à se renouveler avec le 7 parce que le 5 et le 6 ont été vraiment arrivés au bout de la corde et ça voulait plus dire grand chose. Ils ont quand même retrouvé le twist pour donner un petit peu d'élan et d'envie aux gens surtout. Je pense que c'était un peu une licence qui ne faisait plus trop envie à personne, qui était un petit peu bâclée. Donc là c'est redevenu une grosse prod et c'est redevenu une des grosses attentes de cette année. Donc bravo Capcom, tant mieux. Nouvelle annonce que j'ai aussi rajoutée au conducteur, qui est pas forcément un gros truc, mais quand même, ça rejoint les thématiques, c'est complètement pop culture. C'est un changement de réal sur la suite du film Tomb Raider. Oui, on a un peu jarté un faiseur pour une faiseuse, mais donnons-leur une chance à ces gens. Pourquoi pas. Très bien, c'est Misha Green donc, qui va s'occuper de la mise en scène du prochain Resident Evil. Qui c'est une scénariste bien sûr, Tomb Raider. Merci. On est là pour se rattraper. Quelle équipe de choc. Incroyable. Qui c'est Misha Green? C'est quelqu'un qui vient du monde de la série, qui a travaillé énormément sur Sons of Anarchy, je crois. Et dernièrement sur Lovecraft Country qui est absolument, qui est dispo sur HBO OCS. Voilà. Et elle travaille. C'est la showrunneuse de la série. Et elle travaille, en parallèle de travailler sur Tomb Raider, elle travaille aussi au remake d'un film de la Blaxploitation qui s'appelle Cleopatra Jones. Donc ouais, why not? Je pense que c'est des gens qui bossent bien et en qui on peut faire confiance pour leur filer un projet et qui vont pas dépasser des budgets ou des plannings et tout, donc c'est des gens un peu sûrs. Ça tombe bien de filer ce film qui est porté par Alicia Vikander, qui est porté par une héroïne forte, avec un fort caractère, dans une adaptation de jeu vidéo qui a déjà été rebootée pour mettre plus en valeur le caractère de son personnage féminin et un peu moins ses formes. Donc ce package un peu féminisé et cohérent, après toute cette utilisation de girl power, je trouve ça assez fabriqué, moi, en fait. Je vois pas très bien, honnêtement, je vois pas très bien la différence entre les premiers Tomb Raider et les nouveaux, et entre les premières adaptations et les nouvelles. Je pense que c'est juste l'époque qui a un petit peu à changer, et que Alicia Vikander est la nouvelle Angelina Jolie, et que tout ça se ressemble un petit peu beaucoup, je trouve. Le reboot du jeu avait été, encore une fois, parce qu'ils étaient arrivés au bout d'une formule, et que les derniers Tomb Raider, sur l'ancienne formule, sur les anciens moteurs, sur les anciens studios, pareil, étaient devenus des choses qui se faisaient annuellement et avaient pris gadin sur gadin, donc il y avait besoin de sortir quelque chose. Ils s'étaient refait la main en sortant de retâter un petit peu le terrain, en sortant pas mal de remasters du 1, du 2 notamment. Le premier jouait un petit peu sur ça aussi, sur le reboot, les origines de l'héroïne, et pour le coup le premier film reprend énormément de l'esthétique du reboot qui est ici, voilà, celui-là, à tel point même Alicia Vikander qui utilise un arc dans le film, même au niveau du costume, au niveau de l'apparence, voilà, et avec une volonté de, comme tu l'as dit, mettre plus en avant le personnage. Le film était pas si pire, je m'attendais à bien pire, encore une fois. Il était pas si mieux non plus. Un très bon film d'avion, avec tout ce que ça comporte, voilà. De péjoratif. Ouais. Au-delà d'une première scène catastrophique, une espèce de course en vélo dans l'ombre. Ah putain, il y avait ça aussi. Ah là 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 là. C'était affreux. Mais voilà, on avait dire pourquoi pas. Effectivement, on sait pas du tout en plus ce qui est assez étrange. Pourquoi est-ce que donc Ben Wheatley, qui était le réalisateur d'avant, s'est fait dégager ou est parti de lui-même. Parce que c'était pas le réalisateur du 1, Ben Wheatley. Le 1 c'était Roar Utag. Bravo. Oui. Alors là, waouh. Ben Wheatley, c'est quand même un réalisateur qui a un petit peu de caractère pour le coup. Il peut pas juste faire un cahier des charges et puis c'est tout, tu vois. Même Free Fire, qui est pas un film que je porte vraiment beaucoup dans mon estime, c'est un concept sympa, mais ça reste un film d'auteur. À mon avis, voyant l'auteur arriver, les mecs de Tomb Raider, ils ont dû se dire on va peut-être se prendre quelqu'un qui a un petit peu plus les crocs pour se faire un vrai projet hollywoodien et pas prendre un mec qui veut mettre sa griffe partout, quoi. Peut-être qu'ils ont mal fait, j'en sais rien, je fais que supposer.
Mais si tu veux, l'ironie du sort quand même, c'est que ces reboots là de Tomb Raider sont des jeux qui coûtent beaucoup plus cher que les premiers Tomb Raider qui étaient tout carrés, c'est des jeux beaucoup plus prestigieux. Alors que les films sont des films qui coûtent la moitié de ce que coûtaient les trucs avec Angelina Jolie et qui se rentabilisent du coup un petit peu mieux, même s'ils cartonnent pas. Parce que le budget est tout petit, donc c'est... Alors par contre, là, ouais, de mémoire des films avec Angelina Jolie, on se demande où était passé le budget du film, quoi, à part dans le cachet d'Angie, justement. Quoi. Est-ce que tu sais qui a réalisé le 2, le berceau de la vie? Non, je te le demande à toi parce que c'est un mec que t'aimes bien. Je vais pas prétendre... c'est Yann de Bonte. Ah mais oui, mais en plus je l'ai. Je me demande si c'est pas son tout dernier film d'ailleurs. Oui, je l'ai écrit dans mon. Oui, enfin non, je l'ai pas écrit justement parce que c'était avant Twister. Il y a un film que j'adore, Grands Espaces, on y revient, j'aurais dû en parler juste avant, mais Twister, Grands Espaces, évidemment. Mais oui, c'est venu après. Et donc voilà, c'était des mecs capables de chapeauter des énormes projets hollywoodiens et qui coûtaient cher. Et même le réalisateur a coûté cher à mon avis. Donc, oui, c'est possible, oui. Mais bon, quand j'ai vu le premier avec Alicia Vikander, même si c'était sympa, j'étais un petit peu en train de me dire, rendez-moi ceux avec Angelina Jolie. Hein. Ah, moi j'étais persuadé que ça allait s'arrêter là pour le coup. Hein. Avant cette semaine, je ne savais même pas qu'il y avait un 2 en projet, mais bon écoutez, il a dû faire suffisamment d'argent pour que ça vaille le coup. On aura a priori pas de nouvelles avant un petit moment, puisque il était prévu pour mars 2021. Voilà. Et comme on va vous le dire prochainement, les reports s'enchaînent. On va juste basculer avant ça sur notre arlésienne James Bond, ce bon vieux No Time to Die dont on avait parlé. Qu'est-ce qu'il est élégant quand même. Il est incroyable. J'en parlais avec ma mère cette semaine. On a tous notre plafond de chic. Parce que moi je peux pas porter ça, je vais être grotesque si je porte ça. Et moi je plafonne beaucoup moins chic que lui. Alors lui il plafonne super méga chic. Incroyable. Pour le coup même, voilà. Aucun James Bond. Nobody does it better than Daniel Craig. Et pourquoi on en parle? Parce que dans toutes nos petites prévisions, on avait dit effectivement ça va être un film qui va potentiellement mal vieillir, qui a déjà 1 an et demi maintenant, en tout cas qui aura 1 an et demi à sa prochaine date de sortie théorique, donc en octobre, là il est repoussé encore. Et la preuve. Et bien la preuve, puisque non seulement les effets spéciaux peut-être, mais il va, ce qui est devenu une rumeur, c'est plus ou moins confirmé dans les dernières heures, subir tout un tas de reshoots, et en tout cas du remontage d'effets spéciaux notamment. Pourquoi ? Pour changer les placements de produits qui sont dans le film, notamment concernant... Parce que les produits sont devenus obsolètes ? Et bien sûr, notamment concernant les téléphones Nokia, parce qu'apparemment maintenant James Bond utilise des Nokia, il est plus chez Sony. Est-ce qu'il a un 3210 ? Non mais c'est ça qui est fou, tu vois, et même que dans Skyfall il buvait de la Heineken, quoi. Ok, bon, pourquoi pas. Mais tout ce qui est montre, produit d'une manière générale, puisque le placement de produits, les marques payent très très cher pour caser souvent leur tout dernier modèle. Parfois ils ne sont même pas encore sortis dans le commerce, mais voilà, le James Bond lui a le droit à la primauté de ça. Donc maintenant il se retrouve avec des gadgets, en tout cas des objets du quotidien qui sont plus les derniers de la gamme, donc ça n'a plus aucun intérêt de les faire porter à James Bond. Des produits qu'on ne vend plus. Voilà. Ou en tout cas qui sont pas le nec plus ultra. Donc voilà, a priori No Time to Die va repasser à la moulinette numérique pour changer les placements de produits et pour coller d'autres portables sur les portables, d'autres montres sur les montres. Et puis on se marre parce que c'est James Bond, mais vous pouvez déjà imaginer que c'est pas un cas isolé, évidemment pas. Surtout les blockbusters qui sont en attente, il va falloir faire des travaux similaires. James Bond a toujours été cette vitrine, littéralement un placement de produits ambulant, bien avant Daniel Craig, mais bien sûr. Voilà, la publicité dans ce qu'elle a de plus débectable par rapport à l'industrie du cinéma, quoi. Mais eux c'est pas des artistes, ils en ont rien à foutre de savoir si ton film il est bien ou pas, ils veulent le placement de produit. Donc vous imaginez, avec les dépassements de budget que ça va occasionner, bien sûr. Les galères, comme pour le coup, pas comment les aurait imaginées avant il y a 2 jours. Oui, il faut parler aussi du Festival de Cannes, dont on voit une image là. Je suis un petit peu nostalgique parce que j'étais là ce soir-là. The Dead Don't Die. Et oui, et c'était la présentation du film le soir de l'ouverture. Quel tapis rouge. Et oui, et je venais de gravir ces marches là, ce soir-là, juste avant. T'as marché dans les pas de Jim Jarmusch et d'Adam Driver et de Bill fucking Murray. Ouais, on était dans la même salle, ils étaient venus présenter le film et tout, c'était super. Donc le Festival de Cannes est repoussé. J'ai plus les dates exactes, mais c'est début juillet. Je me demande si c'est pas du 6 au 15 ou quelque chose comme ça. J'avais mis repoussé au 6 juillet. Voilà.
Alors ça c'est plus compliqué qu'on le croit. Le Festival de Cannes est un événement qui donc a été annulé l'année dernière pour devenir ce label Cannes 2020 qui a été imposé à une 50aine de films. Sauf que on peut pas indéfiniment annuler le Festival de Cannes parce que, tout comme pour James Bond, les enjeux économiques, publicitaires et d'assurance qu'il y a derrière sont absurdement colossaux. Et si les sponsors se retirent et les assurances commencent à dire « Ah ben nous on vous couvre plus », on peut juste plus faire le Festival de Cannes. Et toute l'industrie cannoise, c'est pas seulement les films qu'on présente et les récompenses qu'on remet, c'est aussi le marché du film qui se passe en parallèle, c'est les gens qui s'achètent les films pour une exploitation en Corée, etc. machin, dans le monde entier en fait. Presque surtout à l'échelle de l'industrie en fait. Exactement, s'il n'y a plus de Festival de Cannes, le cinéma mondial risque de se toller monumentalement. C'est un enjeu capital, et économiquement et artistiquement capital, le Festival de Cannes, donc on ne peut pas continuellement l'annuler. Sauf qu'on n'est pas sorti de l'auberge, je pense que vous l'avez remarqué, qu'on n'était pas sorti de l'auberge, et que le mettre en mai ou le mettre en juillet, pour le moment, a théoriquement autant de réalité. On a vacciné pour le moment 1 million de Français, je crois, il n'y en a plus que 66 millions à faire. Allez. Courage, avant juillet, et encore une fois, le Festival de Cannes ne peut se faire que dans un monde où il y a presque plus de protocole sanitaire. Et rappelez-vous que début juillet, il n'y a pas que des festivaliers. Il y a aussi juste des vacanciers, des gens qui sont sur la Côte d'Azur parce que c'est les vacances et qui voudraient bien en profiter. Déjà en mai. En mai, c'est un bord avec tous les ponts et tout. Parce que pour profiter en plus de ça du beau temps, alors qu'en mai, le nombre d'éditions du Festival de Cannes où il a fait un temps mais absolument horrible, et en plus il y a aussi le côté pour coller souvent avec le Grand Prix de Formule 1. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, à Monaco, et même le festival de poker où je suis allé de temps en temps. Le calendrier du monde. Qui se passe, qui se passe un petit peu légèrement avant pour voilà, le glamour Côte d'Azur réuni en une quinzaine de jours, quoi. Mais c'est-à-dire que déjà quand on va au Festival de Cannes au mois de mai, faut pas être agoraphobe les gars, parce qu'on est pris dans une foule permanente et on côtoie de très très près des gens qu'on n'a pas envie de côtoyer de très très près du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut, pour faire un Festival de Cannes, il faut un monde sans Covid du tout. Donc ça, plus les festivaliers, je ne comprends pas la réalité de ce truc-là, mon cerveau refuse d'y croire. Mais après, il y a un moment où il faut faire le Festival de Cannes. C'est impossible de l'annuler, encore une fois. Donc, par quelque chose de complètement réservé à l'industrie, avec des... C'est chaud pour les sponsors, c'est chaud. S'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait. Parce que je pense qu'en juillet, tu seras encore sur de la logique comme on a eu l'an dernier, c'est-à-dire une place sur deux dans les salles, et puis voilà. Mais tu sais, il y a un autre événement qui est très important en termes de sponsors et tout ça, même s'il n'est pas du tout de la même échelle, c'est le Festival Lumière qui a lieu au mois d'octobre à Lyon, et où moi j'étais. Et au moment où il avait lieu, c'était le moment où tout était en train de refermer, où on mettait le premier couvre-feu, où ça allait vite se transformer en deuxième confinement et tout ça. Et on voyait bien à quel point Thierry Frémaux et toute son équipe, de manière absurde, tenaient à l'événement et à ne pas l'annuler. Alors qu'on était tous là à se dire, mais tiens, il y a le Covid, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est fou. Mais je pense qu'il y a des enjeux économiques derrière qui nous dépassent complètement, en fait. Voilà. Et pour les reports... Affaire à suivre, mais on y croit, le Festival de Cannes, on a envie d'y croire de toute façon. Ouais. Et pour les autres reports de films, parce qu'évidemment, il n'y a pas que No Time to Die de James Bond qui s'est encore pris 6 mois dans la tronche. Juste un petit point, il y en a eu plein d'autres qui sont tombés aujourd'hui, mais je vous les ai pas mis. Ah, aujourd'hui là ? Ouais, aujourd'hui il y a eu évidemment. Metropolitan Film Export et tout qui ont tout repoussé au calendrier grec. Mais survolons le truc, donc si tu me le mets sous les yeux. Là je peux pas gérer. Ah oui, donc il y a Cinderella qui est le. Donc le nouveau Cendrillon avec Camila Cabello qui était prévu au 17 février et qui passe au 16 juillet. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais. Et parce qu'un Cendrillon en live action, il y en a déjà un. Mais oui, c'est ça qui est. Oui, c'est exactement. Mais bon, super, ok. Je les ai fait par ordre de sortie. Sans un bruit. Il va sortir en mars l'an dernier, il aura bientôt 1 an ce film. Bon, bref. Je l'ai vu en mars l'année dernière, voilà. Effectivement. 9 septembre 2021, voilà.
Quand il faudra écrire l'article sur ce truc, je serai vraiment sur le vieux souvenir là pour le coup. Ah ouais, ça va devenir compliqué. Un film que vous avez eu le temps d'oublier depuis, Ghostbusters, comment il s'appelle, Afterlife. Ah non, Afterlife. L'héritage en français. L'héritage. Qui était prévu jusque-là au 9 juin, qui passe au 11 novembre. Voilà. La première date de sortie c'était 9 juin 2020. Non, je parle la dernière. En date c'était 9 juin 2021. À chaque fois, s'il faut retracer le calendrier, les 4 de sortie. Au départ, on était sur du août, hein, et je crois même qu'on était peut-être avant. Au départ, on était sur du août 2020, ça c'est sûr. Ouais, bah voilà. On a aussi un autre film que vous avez oublié, c'est le Morbius avec Jared Leto. Voilà. En même temps, qui veut voir ça? Mais ouais, on sait pas. Je suis méchant, mais juste depuis qu'on l'a vu en Joker, j'ai envie de le baffer. Ah ouais, non, moi non plus, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peur de revoir Blade Runner 2049. Et en plus de ça, Venom était une bouse sans nom. C'est vrai que dans Blade Runner 2049, qui est un film que j'adore, c'est vraiment un chef-d'œuvre, les passages avec lui sont les moins forts, mais c'est insupportable. Ouais. C'est pas de sa faute là, pour le coup, c'est peut-être un peu écrit de manière prétentieuse. Ouais, c'est le personnage qui pensait un peu comme ça, mais il le joue très bien, bizarrement. Voilà. C'était prévu en octobre, ça passe au 21 janvier, voilà. Et Uncharted. Et le film Uncharted, effectivement, avec Tom Holland, c'était prévu le 14 juillet et ça passe au 11 février. Et, voilà. Et on devrait déjà tous l'avoir vu. On devrait être pas loin de l'acheter en DVD là, hein, celui-là. Donc bon. Enfin, ne parlons pas de James Bond qu'on devrait avoir en version 4K depuis les vacances dernières. Voilà quoi. Quelle horreur, quel monde terrible. Je nous entendais parler de reports, c'est très bizarre parce que ce que j'appelle d'habitude les reports dans l'industrie du cinéma, c'est le phénomène selon lequel quand tu veux aller voir un film avec tes potes et qu'il est complet, tu décides de ne pas rentrer chez toi mais d'aller voir un autre film dans la salle d'à côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle les reports de spectateurs d'un film sur l'autre. C'est ce qui fait que le box-office se génère tout seul et marche bien. D'habitude, c'est ça, les reports. Ah oui, la fameuse théorie du ruissellement cinématographique. Quoi. C'est ça. Ouais. Et là, les reports, ça devient juste ce système affreux du Covid-19 qui fait que les films ne sortent jamais. Jamais. Bon, et dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission, on y arrive. Notre défi autour de ce film. Kill Your Friends. Ça s'appelle Kill Your Friends avec l'ami Niklas Hult. Tu l'as dit la semaine dernière, notamment un des... je vais pas retrouver les noms, un des personnages de Mad Max Fury Road, je sais plus comment ça s'appelle dans le lore, mais que j'ai vu donc mardi soir, voilà, tout à fait, qui, donc je vais vous mettre l'affiche en grand quand même. Un minuscule film, hein. Un minuscule film, oui. Passé complètement inaperçu. Passé complètement inaperçu, effectivement. J'ai plus la date de sortie, tu vas me la dire. 2015. Fin 2015. Donc c'est quand même relativement plus que récent. Hein. J'étais déjà à Paris à ce moment-là, donc j'aurais pu aller le voir. Si j'avais su que ce film existait, ce qui n'était pas le cas. Et ça se voit aussi que c'est un film à petit budget. Hein, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qui a effectivement mis en avant quand même sur l'affiche avec des musiques de Blur, Oasis, Radiohead, Prodigy, Chemical Brothers. Oui, mais chacun a le droit à une chanson, voilà. oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, ça coûte cher de récupérer des chansons qui sont pas les moins iconiques en plus des groupes à chaque fois. Il y a le film s'ouvre sur, il y a une scène d'intro puis sur Beatlebum de Blur, on l'a dit, qui est la plus grande chanson de Blur, hein, je pense qu'on peut le dire. Fait partie plutôt du très très solide de Blur. Oasis, j'ai plus le titre, mais elle est relativement connue aussi. Radiohead, c'est juste Karma Police. Ouais. Voilà. Et puis avec le clip, ouais. Avec le clip en plus. Prodigy, je suis pas suffisamment expert pour avoir reconnu le titre. Je crois que c'est Smack My Bitch Up, mais je suis pas sûr. Ok. Donc pareil, une des plus connues également. Et Chemical Water, c'est Black Rocking Beats, voilà. qui est juste une tuerie. Pareil, un album, un album monstrueux, puisque le film se passe en 1997 à Londres, en Grande-Bretagne, tout à fait, où on suit ce personnage de Niklas Hult qui est qui bosse, ils ont traduit ça effectivement en tant que direction artistique d'un label londonien.
ce que eux appellent Art and A&R, je sais plus comment ils appellent ça, enfin c'est des découvreurs de talent, quoi. Ouais, voilà, des découvreurs de talent qui vont faire des festivals. Il part à Cannes, lui aussi à un moment donné, il y a un festival à Cannes, il part à South by Southwest, c'est dur à dire, et il essaye effectivement comme ça de signer des groupes pour découvrir effectivement les nouveaux Oasis, les nouveaux Blur, sans limite de genre particulièrement, hein, mais avec cette idée de toute façon, il nous faut des hits, les nouvelles Spice Girls, voilà, il y a quelque chose qui... Il y a une parodie des Spice Girls dans le film. Des Spice Girls là-dedans, et tout le film est un petit peu matiné de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un univers, effectivement, le nôtre, hein, donc, où Blur, Oasis existe, et où évidemment chacun essaye de surfer un petit peu là-dessus, et c'est un film avec lequel, je vais pas dire que j'ai eu pas forcément du mal à rentrer, mais il y a eu tout un moment où je me suis dit... Où est-ce que ça m'emmène? Et heureusement pour moi la fin sauve un petit peu tout ça, mais donc ce personnage là il ajouterait, on voit les influences à 2000 km, c'est-à-dire il y a du Scorsese dans la voix off et un petit peu dans le montage, ça se veut un peu Loup de Wall Street low cost, et il y a aussi un petit peu du Fincher, un peu Social Network, enfin, en tout cas les influences sont assez... on peut pointer du doigt assez rapidement, et en tout cas c'est ce qui le différencie un peu de ces films-là, ça va être son univers, l'univers de la musique, en tout cas de ces découvreurs de talent-là, qu'on a peu ou pas vu traiter de cette façon-là. Mais la réserve que j'ai, c'est que pendant un petit moment, j'ai eu, en tout cas dès le début, je me suis dit, ok, ça va être ce genre de film, avec ce héros très très cynique qui va pointer du doigt tout ce qui fonctionne pas dans son industrie, avec effectivement les mecs qui sont là pour se faire du bif et littéralement comme le titre l'indique, c'est-à-dire écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre la lamentation de leur femme, quoi. Et c'est littéralement le gimmick. Le pire, c'est que je viens d'y repenser, comme quoi c'est inconscient. C'est effectivement le gimmick qu'ils ont, qui est répété plusieurs fois dans le film. Où voilà, il n'y a pas de place pour les sentiments, on s'en fout de ce qu'on écoute, genre même pas, enfin le mec est un peu présenté comme un ignare, même s'il a un moment, une petite pointe de rédemption, on t'explique qu'à un moment donné il a cru à la musique et puis c'est devenu cette espèce de businessman moderne, cynique, surfait, enfin voilà, qui est là juste pour se faire de l'argent. Et pendant tout un moment j'étais là, ça irait, je pourrais accepter ça si ce mec était bon. Tu vois ce que je veux dire, genre, Le fait que c'est un connard ne le rend pas du tout attachant, effectivement. Traverser un monde de connards, c'est difficile. Mais comme beaucoup de films de connards, et j'ai beaucoup pensé au Loup de Wall Street, parce qu'il y a complètement ce côté-là, c'est sorti pas longtemps après, ça a dû être fait pas longtemps après la sortie, et c'est évidemment un enfoiré dans le film DiCaprio, mais il est bon dans ce qu'il fait, puisqu'il arrive à monter tout un empire, et il se fait de la thune un pas pouvoir, et il y a la chute derrière, mais... Alors que lui non, c'est juste un loser. Lui pour le coup, c'est un loser, donc en fait, on peut... Pendant longtemps, on a du mal à lui passer le fait d'être un enfoiré, parce que t'es là, mais mec, t'es même pas bon. En plus, fait. c'est nul. T'es même pas bon dans ce que tu fais. Il a cette espèce de rivalité avec un mec qui était dans une agence, dans un label concurrent, qui vient bosser chez eux et qui devient de fait son boss. Où lui joue de la guitare, est hyper au courant, hyper sympa avec les groupes, s'intéresse. Il est cool. C'est le mec. Il est cool alors que le héros est pas cool. Il est cool, il est bon dans ce qu'il fait, et et en plus de ça, il est bienveillant envers lui, alors qu'il le mérite pas du tout, quoi. Évidemment, il se shoot à la coke, il boit tout ce qu'il peut, il fait en sorte de faire tomber ses collègues, quoi, et en plus de ça, il est misogyne, voilà, c'est un espèce de package, hein, vous vous en doutez. Et la fin, effectivement, vient pas le sauver du tout, au contraire, mais au moins nous faire prendre conscience que, ok, à la fin, c'est les médiocres qui s'en sortent, et que si t'as le malheur d'avoir un peu de passion et d'être à cœur dans ce que tu fais, si t'as le malheur à un moment donné, une seule fois, d'avoir une petite pointe de gentillesse et de venir sortir un mec du trou dans lequel il aurait dû y rester, en fait c'est toi qui te fais bouffer, et c'est toi qui trinques, et à la fin ceux qui restent, littéralement, il y a cette espèce de complot qui forme avec sa secrétaire. En plus il y a une enquête de police qui se tourne autour de lui assez vite, et
Et en fait, c'est là que le film, du coup, dans les 15 dernières minutes, va au bout de son thème et fait comprendre que, en fait, ouais, comme un peu partout, c'est celui qui est le plus mort de faim qui va s'en sortir, quoi. Ouais, parce que dans les 15 dernières minutes, il y a une sorte de rebondissement what the fuck, c'est que le scénario est un peu comme quand tu regardes une balle rebondissante, et tu sais, parfois les balles rebondissantes, elles ont une trajectoire, puis d'un coup, il y a un rebondissement où tu es là genre, pourquoi c'est... Et voilà, il bénéficie d'un espèce de rebond d'une balle comme ça, qui est complètement bizarroïde, et où toutes les pièces de son puzzle qui étaient en train de s'effondrer d'un coup, schlac, se remettent en place parfaitement. Et donc c'est très cynique comme twist final de scénario, mais en même temps ça sert bien le propos. Je trouve qu'au-delà du jeu de massacre qui est assez plaisant à regarder, moi j'aime bien toujours un film sur un bon petit jeu de massacre bien aigre. On pense que ça va tourner assez vite au coup près, c'est-à-dire qu'il va littéralement dézinguer ses collègues les uns après les autres. Mais c'est un peu plus malin que ça. Voilà, c'est ça. Ça a le mérite de pas verser là-dedans. Je trouve que c'est aussi ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est aussi un très très bon témoin de son époque. C'est-à-dire que pour le coup, quand on a vécu 97, cette année-là, on se rendait compte sans se rendre compte. C'est un truc qui est très ambivalent. On voyait bien que quand on regardait MTV ou MCM, coup sur coup, on avait l'apparition de The Verve. Et puis 2 mois après, on avait OK Computer. Puis 2 mois après, on avait The Fate of the Land de Prodigy. Et puis 2 mois après, on avait les Space Girls. Mais on se disait absolument jamais quelle époque incroyable on est en train de vivre musicalement, parce que tu ne le vis pas comme ça. Tu te dis juste, voilà, il y a une sorte de synergie qui fait qu'on écoute des trucs qui nous intéressent. Tu vois bien qu'il y a une ébullition, mais tu ne te crois pas du tout en train de piquer ou... Puis il faut avoir le recul, voilà, tu sais pas que Computer va être le plus grand album de Radiohead et qui va ce qui va déclencher derrière lui. T'as pas tu vis pas la révolution Prodigy que Nickel Brothers de la même façon, et tu sais pas que les Spice Girls c'est que le début, pareil quoi. Et ce que ce film fait formidablement bien, c'est t'emmener dans les coulisses de ce truc-là et t'expliquer pourquoi 20 ans après, 97 a été une année en Grande-Bretagne. 97 a été une année complètement faramineuse. Et ce qu'on t'explique en t'emmenant dans les coulisses, c'est que tout le monde était déglingo coquet parce que tout ça brassait un argent mais qu'on ne peut pas imaginer. Il y avait des talents, mais derrière les talents viennent tous ces mecs de l'industrie qui s'engouffrent dans la brèche, qui veulent tous découvrir leur Prodigy, qui veulent tous découvrir leur Oasis, qui vont chercher, ils ont beau être coquets, ils vont dans les festivals, ils vont dénicher des mecs, ils font des rencontres, ils recyclent tout comme des porcs. Ils t'expliquent ça dès le début du film, ça j'adore ça. Dans les 15 premières minutes, le label a sous contrat un duo de DJ qui ressemble beaucoup à Prodigy, qui sont des génies de la musique, sauf que, pas de bol, il y en a un des deux qui a un terrible accident, ou je sais pas trop quoi, et qui devient une espèce de légume. Et au lieu de dire, c'est la fin de ce groupe, et puis c'est horrible humainement, ils recyclent complètement ces mecs-là pour leur tirer un nouvel album dégueulasse sur le thème, oui, mais le génie est enfermé dans ce corps d'handicapé, enfin... Le Stephen Hawking du hip-hop, quoi. C'est ça, c'est horrible. Et puis, évidemment, lui, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que la musique dont on vous a parlé, qui est portée par ces très grands groupes, c'est la musique qu'on appelle extra-diégétique. C'est celle qu'on entend pour vous illustrer 1997, mais qui n'est pas entendue par les personnages à l'intérieur du film. En revanche, la musique qu'ils entendent, eux, les personnages à l'intérieur du film, c'est de la musique qui est de la fausse musique, qui est de la musique qui n'existait pas à l'époque, mais qui a été composée pour le film, pour faire... genre c'est de la musique de 97, et elle est pas mal du tout aussi, cette musique aussi. On le voit entrer dans une boîte à Cannes et il entend un truc qui s'appelle Suck My Dick, Suck My Dick, Suck My Dick, et il fait oh putain c'est bon ça, et il signe un énorme chèque, parce qu'il a eu truc bide évidemment. Il a eu un rendez-vous avec des Allemands, voilà, le mec le plus beauf possible, et le film en fait un petit peu des caisses sur ces côtés-là pour nous, peut-être justement pour nous faire comprendre que ok, il y a de la musique de l'époque, mais c'est pas une histoire vraie les gars, c'est les potards à 12 quoi. Mais il y a des moments où ça devient un peu too much, un peu grotesque, mais effectivement il y a ce moment-là où le mec est là, le plus gros tube en Allemagne, on a fait une version radio où en fait il dit fous-moi une fessée, ça marche bien aussi, tu vois, et il sort du truc, il fait qu'est-ce que c'est cette daube quoi, il est pas du tout convaincu, et effectivement comme tu dis, il va en boîte, il l'entend et lui-même se retrouve sans trop comprendre comment à être éclaté, après il sort
oh mais c'est ça, donc il sort et il appelle le mec et il fait on signe et évidemment le truc ne traverse pas du tout les frontières de l'Europe ou même de l'Allemagne, le truc bide complètement, ça devient pas du tout le hit qui croyait que ça allait devenir. Comme pour les Spice Girls où effectivement c'est 4 nanas, en plus voilà il y a une noire, une blonde, c'est la pâle copie des Spice Girls. C'est la pâle copie où les nanas sont vraiment des poches, enfin les anglaises typiques qui s'embrouillent pour tout et rien et qui ne savent pas chanter, évidemment. Ouais. Donc derrière, ils sont là genre ouais, bon, vas-y, on bidouillera ça en studio, ça va bien se passer quoi. Et puis évidemment, non, mais font du playback en émission, enfin, c'est... Il y a un côté... alors, toi, d'un côté, il y a ces musiques-là, mais on ne les fait pas comprendre forcément que tout est venu cette année-là et en fait ils réagissent à ce qui s'est passé avant et disent genre oui depuis Oasis on doit se taper tous les groupes d'indie qui sortent, les mecs nous envoient des démos, on s'en bat les reins et tout, mais je trouve que le film n'arrive pas vraiment à nous retranscrire le fait que toutes ces musiques-là sont non seulement des standards de maintenant, les chefs-d'œuvre de leur groupe, et que tout ça arrive maintenant, c'est-à-dire ils réagissent à ce qui s'est passé avant. Mais je trouve qu'on ne nous fait pas suffisamment ressentir le fait que tout est là, tout est regroupé à cette période-là. J'ai pas ressenti suffisamment de cette ébullition. Après, comme je suis d'accord avec toi parce que c'est un film qui n'est pas hyper virtuose, ouais. Mais c'est un film qui fait un petit peu le même pari que Tarantino avait fait avec l'année 1969 avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est-à-dire vous dire s'il y a un pic culturel à un moment, c'est que dans les coulisses il se passe quelque chose. Et c'est deux films qui visitent les coulisses et qui rendent ce truc lisible. C'est-à-dire, imaginez ce que c'était l'industrie de la musique en 97, imaginez ce que c'était Hollywood en 69. Ce que Tarantino arrive mieux à rendre, je trouve, quoi. Parce que c'est Tarantino, c'est pas Tarantino et c'est pas Owen Harris dont on ne sait pas grand-chose. Bien sûr. Justement, il y a ces musiques qui sont écoutées à la radio, comme si de rien n'était, il y a ces personnages et pour lesquels il a une véritable affection. Là, ces personnages-là, non. Oui, c'est un film cynique. Et c'est une série B assumée. Mais je trouve que c'est un film témoin assez méritant. Voilà. Le fait qu'il existe démontre qu'on a vécu ce truc artistique et qu'il y a une explication derrière et voilà, 1997 est une année à marquer au moins d'un film. Voilà. C'est vrai, comme on disait... il y a 2 émissions, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et puis quand même, on est content de voir Nicholas Hoult dans un premier rôle, en fait. Ouais. James Corden qui est over the top. Il y a James Corden, évidemment, qui en fait 8000 fois trop, mais effectivement, si vous connaissez peut-être mal, et ça peut être un bon vecteur, en tout cas, de se dire « Ah, attends, il y a peut-être des trucs à creuser. » Excellente remarque de Lucie qui disait, il y a quelques commentaires, qu'elle aurait bien vu le film en série. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, mais c'est ce qu'on se disait il y a une émission ou deux, c'était nous on prendrait bien une série sur la Britpop ou un truc comme ça. Ah oui, complètement. Un truc qui nous expliquerait vraiment la musique en Angleterre dans les années 90. Mais vu du point de vue de Manchester, effectivement. Et après, le problème, c'est qu'il y a eu vinyle et qui a bidé et qui s'est pris une saison. Voilà. Mais c'est un peu dommage. Et beau avoir Martin Scorsese derrière, une saison et puis il s'en va. Donc malheureusement, ça fait partie des échecs dont les gens se souviennent, quoi. Donc c'est pas dit. Mais quand même une bonne découverte, toujours content de découvrir des choses. Alors qu'est-ce que moi je vais découvrir là, cette semaine ? Alors c'est un pari, j'avais voulu poursuivre dans la même thématique, mais j'ai évidemment un gros doute que tu l'aies vu, mais c'est pas grave, je vais tenter quand même le coup. Non mais t'es assez doué en plus pour taper dans mes lacunes. Ouais, je sais pas, ça ressemble à quelque chose que tu pourrais être allé voir. Est-ce que cette image te parle ? Ah, c'est Leto ? Oui, c'est Leto. Ah, mais en plus, oui. Je l'ai vu, moi je l'ai découvert au Festival de Cannes quand il était dans la grande salle du festival. Donc je n'avais aucune chance. C'était un moment assez magique. En même temps, c'est des films que tu découvres à 8h du matin complètement déphasés. Donc Leto, film russe de Karel Serebrennikov, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et pourquoi qui est toujours enfermé, hein. C'est un cinéaste qui est assigné à domicile. Ah, je savais pas.
Ouais, non, c'est une galère. Hein. Et pourquoi j'avais choisi ça? Parce qu'il y avait ce même parallèle entre un film alors pour le coup qui est un biopic en fait qui cache un peu son nom, on l'apprend à la fin et surtout que c'est pas quelque chose qu'on connaît parce que c'est les débuts du rock tel qu'on l'entend chez nous aujourd'hui dans la Russie des années 80, 70, ouais. Ouais, c'est la perestroïka, complètement. Où c'est effectivement, donc oui, même plutôt fin 80, quoi, début 90, où effectivement un genre qui est complètement répudié en Russie, enfin, en tout cas le rock, pop rock folk à l'occidental, quelque chose qui reste complètement en dehors du pays, et un mec et un groupe de jeunes avec lequel il se réunit qui va monter un groupe et créer un peu le rock à la russe, le new rock russe, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui est un film magnifique, qui est parsemé en plus de séquences fantasmées qui reprend des classiques des années 70-80. Je pense notamment à cette scène de Psycho Killer là, dans un bus. Et c'est magnifique, c'est vraiment à voir. C'est sorti 2018, je crois. Tout à fait. Il faisait partie de mon top de cette année-là. Donc, Rentrée brecouille du Festival de Cannes, malheureusement, ce film il a rien vu. C'est un très beau film, tout est en noir et blanc. Il y a aussi l'histoire d'un trio amoureux derrière ça. C'est un film qui a beaucoup de facettes, qui est assez insaisissable. Il y a des gens qui en sont plus fans que moi, je dois dire, mais c'est un film qui mérite vraiment d'être vu, parce que d'un regard à l'autre, il passe d'étrange à sublime. C'est un film très marquant en tout cas. J'en ai la VO chez moi en vinyle. Très bien. Effectivement, c'est très cool d'avoir un biopic qui cherche pas à être un biopic, voilà. Qui cherche avant tout à être un très bon film. Sur la musique, c'est un très bon film sur la musique. C'est vraiment très très chouette. Donc, changement de braquet, c'était évidemment prévu. Je vais repartir sur de la musique pure et dure cette fois-ci, avec un groupe que j'adore. Est-ce que tu connais ce groupe qui s'appelle Black Rebel Motorcycle Club? Alors, je connais pas bien, mais je connais un tout petit peu parce que, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines sur le Grand Pop, j'avais fait une playlist de la route et comment la prendre. Et je sais plus si j'avais mis un titre d'eux, mais il était dans mes choix. Donc soit je l'ai mis, soit je sais pas. Mais je serais très très curieux d'en savoir plus sur eux. Et c'est alors je m'étais dit, il faut que j'aille faire des recherches pour pas dire de bêtises à ce qu'ils sont américains, australiens, anglais. J'ai oublié de le faire, donc je vais pas me lancer là-dedans. C'est partie des groupes que je découvre via recommandation et que je finis par poncer. Mais comme je fais très souvent, c'est-à-dire que j'écoute la musique et je m'intéresse assez peu à l'histoire du groupe en lui-même. Je sais même pas comment s'appellent les mecs qui sont là-dedans. Enfin voilà. Donc un groupe de blues rock. Formé dans le début des années 2000, qui est encore en cours maintenant. Et cet album-là que j'ai envie de te mettre en avant, c'est Baby 81. Yes. Qui est sans doute mon album préféré du groupe, même si il y en a pas mal qui se valent de cette période-là, un petit peu avant, je crois, principalement les premiers quand même, qui sont les meilleurs à mon point de vue. Dans les derniers, ils ont parti sur quelque chose de beaucoup plus planant et ils ont plus creusé l'aspect blues. Là, il y a quand même quelques tracks qui envoient pas mal. Il y a des guitares assez reconnaissables à travers leurs albums, donc c'est assez américain. Merci Lucie. Ils sont donc de San Francisco, voilà les amis. Et ville voilà. que je rêve de visiter. Je ne veux plus voyager jamais, mais San Francisco, ça me titille. San Francisco, j'adore la pochette. Pochette très très chouette effectivement. Ouais. Et voilà, il y a un club, il y a une moto, c'est en noir et ils ont l'air d'être belles, donc tout est là, voilà. Et avec un très très beau titre qui clôture l'album notamment, de 9 minutes 30 que j'aime particulièrement. Je te laisse découvrir tout ça. Donc, combien de tracks? 11. D'accord, c'est moins... Je ne sais plus, tu me prends par... C'est moins un long voyage que Sufjan Stevens, qui était vraiment un album qu'il fallait savoir s'approprier. Ouais, non, ça doit durer les 45-50 minutes réglementaires. Ah oui, d'accord. Là où Sufjan Stevens, c'était plutôt 1h15, 1h20. Ouais, ok. Mais non, il doit durer 11 ou 12 tracks, je sais plus. Et ben, je reviens avec le vinyle la semaine prochaine, si je le trouve, je vais essayer de le trouver. Il y a juste un gros morceau, comme je t'ai dit, je crois que c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Mais voilà, c'est 13 tracks, putain, Lucie. 13 tracks, 1 heure. Ah bah voilà, j'ai... Ok, parfait. Très bien. Donc c'est quand même, ça sera un double album probablement. J'aurais pu en choisir d'autres, mais finalement je crois que c'est celui que j'ai fini par le plus écouter d'eux. Donc, ok. Voilà.
Super, je vais être très content d'écouter ça. Mortel. Bon, bah très bien, on a fait 2 heures. Hein. On a fait 2 heures complètement, dont 1 heure sur notre thématique principale. Voilà, on était très contents de vous faire cette émission. Oui. C'était aussi comme un thème qu'on avait prévu depuis un petit moment, donc forcément ça fait... C'est dingue, je suis arrivé tout à l'heure en disant je suis en galère, j'ai pas regardé le runner et tout, au fait. Ah bah si, on trouve toujours Oui, on trouve toujours des trucs. Et voilà, on a même trouvé des thèmes connexes qu'on va peut-être vous ressortir sur les fois précédentes. Yeah, voilà, absolument. On ne sait pas. Toujours est-il que on va vous laisser tranquille pour le reste de la soirée et pour tout ce week-end. On sera bien évidemment de retour lundi avec un nouvel article. Je crois que c'est Menro qui est prévu au programme. Donc vous aurez tout le monde la semaine prochaine en fait. Vous aurez Menro le lundi en article, vous aurez Otax le mardi en stream, moi-même mercredi, et donc nous deux de retour jeudi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, on est dispo sur les réseaux, par là. Ici ouais. C'est où? Ici, c'est là. Okay. Le grand pop FR évidemment sur Twitter, sur Facebook, de même. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a plus à dire? Rien. Il est bientôt 23h, donc salut les copains. Bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Hein. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Des bisous. Ah, c'est pas mal aussi ce plan, mais non, c'était pas le bon non plus. Ça fait non, c'est bien. C'est bien, ouais, j'aime bien. Donc, je pourrais faire ça. Plus souvent. Ouais. Transition vers la transition et fade to outro.